le stream. Bonjour à tous et bienvenue sur le Lunch Play. Ils sont tous là, ils sont merveilleux autour de cette table. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver, vous aussi, dans le chat, bien évidemment. Non. Vous voyez... Ah, non. Mais ça commence. Tu m'en veux pas? Merveilleux, je le prends personnellement pour moi, du coup, en prio. Pas pour cette personne vile qui vole des bonbons et des gâteaux avant le début de l'émission. Voilà. Écoutez, Non, il vole pas, il emprunte à long terme, c'est pas pareil. Voilà. Okay. C'est un long emprunt, exactement. Après, libre à toi de l'interpréter comme tu le souhaites, Annick. Bon, comment ils vont autour de cette table? Déjà, on retrouve Reza qui ouvre son Kinder Country. Comment ça va, Reza? Ça va pas, mon frère. Ça va pas. T'es vénère, là. Ça va pas, mon vénère. Il est arrivé vénère aujourd'hui, Reza. Ouais, vénère parce que... Voilà, il y a les frères de Slow Clap qui viennent aujourd'hui. Excusez-moi, je parle la bouche pleine dans le chat. Masqué, bouche pleine. Il n'y a aucun respect. Ouais, vraiment. Le studio Slow Clap qui vient aujourd'hui pour parler de Shifu. Et vu qu'on a beaucoup parlé de ce jeu, nous, ici, je pensais qu'on allait les avoir sur Lunch Play. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, filer ton exclusivité. Non, c'est pas mon exclu au final, parce que moi, j'ai pas prévu de truc. Mais j'avais demandé si on pouvait les avoir dans le Lunch Play depuis le mois de novembre à peu près. Malheureusement, on n'a pas pu, c'est dommage. Donc aujourd'hui, voilà, si je chie sur la commu Dark Souls, c'est normal. Et on va faire l'émission tranquillement. Il y a Skipper, Nanix, Laura, c'est magnifique. Ouais. Ça part de là. C'est vrai. Ça part de là, mon gars. Vrai. Dit comme ça part de là. Et ça part aussi à tes côtés, puisqu'on retrouve notre ami, notre beau, le S, Skipper. Comment il va? Bah écoute, ça va, on a dormi 5 heures cette nuit, donc c'est un peu dur. Mais non, tranquille. Hein. Les semaines sont chargées en ce moment. Les semaines sont assez chargées. L'indépendance. L'indépendance a un certain prix. La vie d'entrepreneur coûte cher en sommeil, effectivement. De l'autre côté, un habitué du mercredi, notre roi des sorties. Comment ça va, Suri? Bah écoute, ça va très bien. Écoute, je suis bien content là parce qu'on a une très grosse team aujourd'hui. Et en plus, ça fait genre perpète que j'ai pas fait une émission avec vous deux. Et ça fait plaisir. C'est vrai que ça date. C'est vrai, ça. C'est vrai que ça date. Ça remonte à au moins 2004. Le 3. Non, c'est vrai. Non, Non, c'était le 3. je crois que la dernière fois, c'était le scale. Genre vraiment pour la toute dernière, le scale. Ah ouais, mon frère. On a fait des scales ensemble? Ouais. Ouais, c'était. Tu sais que moi, mes souvenirs du scale, ils sont inexistants parce que vraiment, après 22 heures, mon cerveau, il s'éteignait. Hein. Mais c'était la toute dernière et genre les 15 minutes de la fin, tu vois. Ah ouais, merde, bah moi j'étais vraiment en pilote auto, je t'avoue, j'ai aucun souvenir de cette émission, hein, vraiment, c'était le tout droit, là il est nul, Overwatch League c'est nul, tu vois. La classique. Vraiment, ça sortait les grands classiques, et puis voilà. C'est plutôt J'en fidèle. attendais pas moins. Ouais, c'est assez fidèle à ce que pouvait être. Le mec a placé encore une fois une petite balle pour Overwatch, comme ça, direct. Quoi. Enfin, on ne peut pas s'en passer, c'est la tradition, comme tu En vrai, veux. je le fais plus, non, c'est juste qu'on se remémore les bons vieux souvenirs. Voilà, c'était... Mais c'est vrai, ça fait partie du folklore. Tout à fait vrai. Suri, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion d'ailleurs. On en profite, on embrasse KO qui vit sa meilleure vie actuellement. Notre King Bogart. Ouais, notre King Bogart aussi, vous l'avez vu. Non, ce n'est pas lui aujourd'hui. Mais on l'embrasse également très fort. Et de l'autre côté, on termine ce tour de table avec Nanix Zou. le gars sûr. Voilà, comment il va? Ça va? Bah ça va, j'allais dire le gars sûr ou pas. En vrai, je devais pas être avec vous ce matin. J'étais censé. T'as séché les cours. J'étais censé donner des cours et entre fatigue, manque de sommeil. Tu donnes des cours de quoi, toi? Des cours d'animation, cast, et puis des cours de journalisme pop culture. Ouais. Ah, dans des écoles d'e-sport, ok. Voilà, ok. Non, j'ai cru que tu donnais Ils se font taper dessus. Attendez. Ils se font taper dessus en ce moment. Vas-y, Nanix, commence. Toi, le prof, argumente. Après, tu taperas. Déjà, avant même d'argumenter, je veux un petit sondage. D'accord. Cette remarque est absolument agressive à mon nom. Exceptionnel. Un petit sondage, tour de table, immédiatement. Ouais, sondage. Il y a une forme de mépris ou de... Tu non, donnes des cours, pas du tout. Il était pas agressif un peu là. En mode, mais je savais pas que t'avais un passif de prof de maths, tu vois. Ouais. Je donnais des cours déjà. Déjà, il sèche les cours surtout, donc. J'avais donné des cours déjà en novembre. Non, en fait, je me suis emmêlé les pinceaux dans le planning, donc le gars sûr, pas si sûr que ça. Et écoute, non, moi, XP, j'avais rencontré il y a 2 ans lors d'un événement à Villemomble. où il présentait notamment tout ce qui touche au cursus e-sport. Je sais que Suri t'a donné des cours J'en donne toujours. Et t'en donnes toujours. Il y a pas mal de collègues qui donnent des cours chez XP, donc je pars du principe que si les collègues y vont et qu'ils n'ont pas de mauvais retours, c'est que c'est OK. Voilà. D'accord. Écoute, c'est dit. Quelqu'un a un contre-argument ou on lance le menu d'aujourd'hui? Non, pas du tout. Je voulais juste qu'il me réexplique Pythagore vite fait, mais à part... Oh là là, tout de suite ça juge. Sache que j'étais très nul en maths. Vraiment. Ah bah mec, tu peux pas faire plus nul que moi, je crois. Mec, j'ai fait dernier semestre d'études, j'ai eu 0,5 mec au partiel. Le 0 était éliminatoire. J'ai vu la première question. Merde. Non mais genre, j'ai vu la première question, je te jure. Je me suis dit, mais attends.
Là, j'ai pas de diplôme là-dessus, en fait. C'est ça, genre. Moi, je comptais les points du barème pour justement ne faire qu'une petite note. Non, mais moi, j'étais Keblo question 1. Tu sais, c'est genre, tu démarres Mario. Pas d'effort. Et c'est finito, tu vois. Bon. Et genre, vraiment, j'ai passé un quart d'heure devant ma feuille comme un con. Et j'ai fait, en vrai, c'est une moyenne. Il me demande. Mais ça, c'est parce qu'on Du coup, a pas j'ai eu expliqué, j'ai fait bonjour, honnêtement, je sais pas. Mais par contre, c'est une moyenne. Je ne sais pas. Ils m'ont mis 0,5, c'est bon, j'ai eu le diplôme, incroyable. On Merci n'a pas les frères. été les chanceux élèves à avoir eu Ken Bogart en tant que professeur. Donc voilà, Ah, de ouf. on se débrouille comme on En vrai, peut. les profs, c'est trop important. J'avoue, j'aurais tellement kiffé être l'élève de Ken. Je sais pas. Qui t'aurait touillé de ouf, tu vois. Non. Moi, je le connais pas, Ouais. mon professeur. Moi, je pense qu'il explique très bien et je pense qu'il que utilise Ken- beaucoup de métaphores et tout ça. Et il a dû rendre ses cours Parce que assez Ken est très, interactifs. très pédagogue. Ouais, Ouais. hyper. C'est le prof sévère, je pense, Patient, tu vois. sévère, Mais sévère dans le pédagogue. bon sens Ouais. et extrêmement pédagogue. Sévère t'as parce qu'il veut te voir progresser et ça, c'est tout ce qu'on aime du côté de chez les profs. Mais vous avez compris, oui, sur le lunch play aujourd'hui, on va pas du tout parler d'éducation. Nope. Non, non, ce n'est pas le sujet du C'est jour bien et on va parti, avoir pas mal de sujets aujourd'hui puisqu'on va commencer avec la revue de presse assez chargée puisque oui, ça y est, on a eu la conférence d'investisseurs, le petit call investisseur du côté de chez Sony qui visiblement a révélé un petit peu ses projets avec des games as a service en préparation d'ici à 2026. Ensuite, on enchaînera avec une autre conférence call, mais cette fois-ci du côté de chez EA qui, pareil, a commencé à nous balancer un petit peu son petit bilan. Alors, aveu de faiblesse, d'échec également. Vous devez tous savoir de quoi il s'agit, mais on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet. Après, on enchaînera avec World of Warcraft, belle actualité, puisqu'il semblerait que ce soit la fin de la guerre. Et oui, fin de la scission entre la Horde et l'Alliance. Un petit renouveau ou pas, surprise ou pas, c'est ce qu'on verra. On enchaînera après du côté de chez Dark Pictures, puisque oui, alors c'est pas vraiment une leak, un leak, une leak, mais c'est surtout une découverte en fait de titres, 5 nouveaux titres qui ont été découverts avec des logos. Donc comme quoi une suite est en préparation. Après on ira du côté de chez les studios indés avec une petite contre-attaque contre les NFT. Petite, j'ai dit petite, mais vous allez voir qu'ils ont dit les termes, ils ont parlé français du côté des indés. On enchaînera après du côté du Steam Deck avec une liste de jeux. On vous parlera également d'une adaptation du GOTY de l'année au cinéma ou en série. C'est pas encore bien clair. Tu vas pas commencer. Tu vas pas commencer avec ton J'attends qu'on y arrive. Mec, on est en février, c'est fini. Tu vas t'en remettre ou pas? Ce sera pas Forza Horizon 5. Fin d'histoire. Oh là là. J'ai mal à mon cœur, Nani. Ouais. Il va continuer. J'ai mal à mon cœur. Il va continuer à saigner. Je saigne, Laura, je saigne. Il va continuer. Après, bref, on vous parlera un peu du champion de League of Legends. En trop, on enchaînera avec la chronique des sorties de la semaine avec notre ami Suri. Et puis, une autre chronique de l'autre côté de la table, c'est Reza qui s'en charge aujourd'hui, qui vient nous parler de Ninja Gaiden. Le druide. Je vais druider les enfants, je stream. C'est parti. Il va nous un bon dossier là pour une fois. Un gros dossier qui viendra vous druider directement dans vos canapés, dans vos télés. Ça m'a l'air... Vas-y, sportif. Tu m'as demandé du temps supplémentaire, du coup on va pas perdre une minute de plus. Sinon Reza n'aura pas le temps de terminer son dossier. On enchaîne tout de suite du coup avec les actualités. C'est parti, vous êtes prêts? On parle de Sony. Vous êtes ready? Vous avez vu ce qui s'est passé? Oui. 10 Game as a Service, jeux services en préparation d'ici 2026. Pas trop une surprise, je sais pas, parce qu'on entend beaucoup parler du Spartacus, le projet Spartacus. Le famoso. En préparation, justement, est-ce que, d'après toi, Suri, est-ce que c'est un plus pour ce projet Spartacus de prévoir justement de sortir moins de jeux narratifs, mais un peu plus de jeux Game as Service pour ramener du monde? Disons que oui, ça peut te tenir un peu plus dans la durée qu'un jeu narratif que tu vas finir. Alors après, maintenant, il y a tous les jeux qui ont les fins un peu différentes. Donc éventuellement, ça peut relancer les DLC aussi. Mais c'est vrai que les jeux comme un service, ça devient finalement de plus en plus une norme. Et en plus, sur plusieurs années, tu peux t'assurer une certaine continuité de ta communauté, même en termes de revenus. Et puis bon, quand tu vois Microsoft qui commence à continuer les rachats, etc., là c'est le mercato, il fallait quand même un peu répondre et peut-être venir donner des billes en faveur de ce fameux Spartacus, dont on ne sait pas forcément encore grand-chose. Ouais, c'est vrai que pour le moment c'est encore un petit peu un mystère, mais bon,
On commence à y voir de plus en plus clair. Et justement, on voit que Sony aussi a une perspective d'avenir qui vise à aller continuer à engloutir d'autres studios. On vient de faire l'acquisition de Bungie, si vous avez raté un petit peu les dernières actualités. Et justement, est-ce que Nanix, toi, tu as l'impression que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'on va continuer à manger d'autres studios ? Et si on mangeait d'autres studios, vers qui on pourrait se tourner ? Sachant que EA ne compte pas se faire manger. On en parlera un petit peu après. Bien sûr. Après, il y avait ce week-end, juste avant qu'on sache pour Bungie, il y avait la rumeur aussi Ubisoft qui est sortie comme ça, tout Twitter. Ah oui, et pourquoi pas si Sony rachetait Ubisoft, etc. Je pense qu'il y aura d'autres achats parce que c'est dans l'air du temps, en fait. Je pense qu'il y a pas mal de sociétés, pas mal d'entreprises. Déjà, le Covid a fait super mal à tout le monde. Et même avant, il y avait beaucoup de sociétés de jeux vidéo qui étaient un petit peu dans la mer, on va pas se mentir. Donc je pense que c'est dans l'air du temps. Après laquelle, franchement, je n'ai strictement aucune idée. C'est-à-dire que moi, genre le mix Sony plus Bungie, je pense que tout le monde autour du plateau ne l'avait pas vu venir. Donc typiquement, je pense que c'est le type de studio, le type de coup vers lequel Sony va aller, parce que Microsoft clairement tape dans un registre beaucoup plus haut, en mettant beaucoup plus de fric du coup. Je pense que Sony dans une filière vraiment de racheter studio par studio plutôt que des groupuscules. Donc ouais, je pense que ça va continuer. Je pense que Sony a plutôt intérêt à continuer dans ce sens-là pour pouvoir un peu concurrencer les IP prochaines du côté de chez Microsoft. Après, c'est toujours le même débat. Est-ce que ce sera des exclusivités Sony, est-ce que ce sera des exclusivités Microsoft ? On voit que par exemple, les jeux chez Bungie continueront à aller sur les deux supports. Des fois, tu te poses même la question de quel est l'intérêt de mettre autant d'argent dans un studio si finalement il n'y a pas l'envie de priver l'autre de son bonbon. Mais pour faire marcher la licence, le but c'est qu'elle soit jouée par le plus grand nombre de joueurs. C'est vrai. Aussi. Même pour le studio, c'est un intérêt pour tout le monde que le jeu soit joué le plus possible. Après, quel studio, franchement, j'en ai aucune idée, quoi. Parce que je dis encore une fois, Bungie, j'ai vu passer, moi je vois des Capcom, des Konami, des THQ, des CD Projekt, pourquoi pas. Alors, aussi. Konami, parce que alors je vais m'exprimer là-dessus. Konami, après je laisserai la parole. Konami, j'ai un petit affect particulier de par PES, même Castlevania, même Metal Gear, mais à son âme. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans de ça, je sais pas si vous avez suivi ça, il y avait une pareille, j'avais trouvé ça sur le net. Alors évidemment, c'était un gros fake, mais petite rumeur quand même qui m'avait hypé l'espace de 2 heures. C'était en mode, et si Microsoft rachetait Konami, quoi, tu vois, parce que déjà à l'époque, on parlait de rachat du côté de Microsoft, c'est pas venu. C'est vrai qu'en fait, Sony, je me dis, c'est pas con. Le Call Konami a quand même des grosses licences. Vraiment, je pense, eFootball, je mets un peu de côté parce que j'ai très peur pour la suite. Mais typiquement, Castlevania, on en est où, On a quoi. peur pour le présent aussi. Même pour le présent, mais genre Castlevania, on en est où, quoi. Puis il y a la licence Metal Gear, donc. Ouais, Konami, c'est dur quand même. Je pense que c'est trop, ça traîne trop. De toute façon, en vrai, PlayStation, ils ont pas la puissance financière d'Xbox, de Microsoft. Pas d'Xbox, mais pour aller racheter des studios, je pense qu'on se dirige pas vraiment du tout vers la même politique que celle de Microsoft. Pas les mêmes moyens. Là, je pense que, tu vois, si on parle de vagues de rachat et de 3-4 gros acteurs qui viendraient chercher un peu tout le monde, peut-être plus penser à du Amazon, à du Tencent qu'à du Sony. Donc ouais... Je sais pas, le Game as Service chez Sony, je trouve que leur identité était cool. Du jeu narratif, du jeu solo. Et des jeux mobiles, justement, de chez Sony, est-ce que tu penses que c'est adapté, c'est adaptable ? Est-ce qu'ils peuvent justement s'infiltrer ? Je sais pas. C'est pas encore saturé. Je trouve qu'aujourd'hui, ils ont une très belle offre. Tu peux très bien vendre du Spartacus avec la bibliothèque qu'ils ont accumulée ces dernières années, à la fois sur PS4, qui arrive sur PS5, et même des anciens titres PS3, même PS2 de l'époque. Ils ont une très belle biblio qui ne sera pas forcément aussi conséquente que le Game Pass, mais en termes de qualité, par contre, ça peut être très très fort. Et ils peuvent, sans passer par du rachat, essayer de lier des partenariats avec des licences, pourquoi pas avec Rockstar, on ne sait pas, tu vois. Donc je pense que ça se fera d'une autre façon chez PlayStation, mais par contre, le Game as Service, je sais pas, j'ai du mal à l'identifier comme étant... vraiment dans la marque Sony, dans ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ce qui fait leur force. En faisant l'acquisition de Bungie, ça y touche parce que Bungie fait partie moi je le trouve bizarre. Avec Destiny 2, une des licences Game as a Service qui fonctionne le mieux, qui fait partie des licences qui je trouve bizarre ce rachat parce que Bungie c'est un studio qui a eu des velléités d'indépendance pendant des années, qui s'est d'abord détaché de Microsoft, puis détaché d'Activision Blizzard, qui va se remettre avec Sony. Il y a des discours qui sont super contradictoires dans ce studio. Là, tu vois, ils te disent oui, on va publish sur toutes les plateformes, mais en vrai, t'en sais rien. C'est la surprise. Pour l'instant, ils ont communiqué comme ça. C'est pas la première fois qu'ils communiquent dans ce sens-là. Et c'est pas la
première fois qu'ils se font cuck non plus. Donc, c'est vrai, ça c'est vrai. Honnêtement, je le comprends pas trop, ce rachat Bungie. En l'état, en tout cas, je comprends pas trop l'intérêt pour PlayStation. Je comprends pas trop l'intérêt pour. Enfin, si Bungie, il y a clairement un intérêt, c'est celui d'avoir du financement, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que si Destiny Sony, reste sur toutes les plateformes, la suite l'intérêt de Sony, c'est de grossir. Oui, mais l'intérêt de Sony, si tu le proposes sur d'autres plateformes, il est moindre, tu vois. Moi, je le rejoins. Je vais dans le chat, c'est quelqu'un qui posait la question, excuse-moi Skipper, mais juste pour rebondir là-dessus et tes propos, qui disait ouais, mais est-ce qu'on est encore dans une ère où il faut priver les gens de certains jeux? Surtout que moi, j'ai parlé d'un point de vue pragmatique. Tu sors le chéquier. Du point de vue de l'entreprise, oui. Voilà, tu sors le chéquier. Tu dépenses voilà les thunes pour obtenir un studio, bah, au bout d'un moment, t'es là pour faire du fric pour ton entreprise. Pas que pour tout le monde, du coup. Il n'y a que comme ça qu'ils vendent des consoles. Je veux dire, s'il n'y a plus d'exclus, tout le monde achète des PC. Fin de l'histoire, tu vois. Donc, il n'y a que comme ça qu'ils vendent des consoles. Sony en est conscient. Et je pense que, effectivement, Destiny 2 ne deviendra pas exclusif à la PlayStation. Destiny 3 sera peut-être même pas le cas. Mais par contre, je les vois commander un jeu à Bungie. C'est ça. On imagine que Call of Duty, dans 3 ans, sera peut-être même plus sur PlayStation. Tu vois, c'est ça. Bungie, tu viens d'acheter un studio qui est capable de sortir un FPS multijoueur qui peut, pourquoi pas, concurrencer Call of Duty. Donc pour moi, c'est un jeu de commande qui va arriver, tu vois. Ouais, Justement, Reza, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que Sony est en train d'adopter justement le bon positionnement vis-à-vis des offres du marché, ou ils sont en train d'essayer juste de monter tranquillement, mais ils font toujours pas le poids? On en est où? Je suis un peu d'accord du coup avec ce que disait Skipper. Sony, c'est un peu la boîte justement qui a su. Bon, bien évidemment, ils ont plein de fans, parce qu'il y a aussi les fanatiques. Mais au-delà des fanatiques, c'est la boîte qui a su s'imposer via ses exclus et les studios qui leur proposaient des bons jeux. Donc sur la guerre des consoles entre guillemets, de la génération précédente, Sony écrase Microsoft totalement. C'est pour ça que Microsoft s'était totalement entre guillemets retiré de ce marché-là. Il a dit ok, moi je pars sur le Game Pass. Et ma vision à long terme, ça va être de faire en sorte d'avoir le plus de joueurs Microsoft. Donc Sony était déjà parti dessus Microsoft était parti dessus en 2017 et avait laissé le champ libre à Sony, qui déjà de toute façon menait largement la guerre des exclus. Derrière, si Sony fait retour en arrière pour essayer de faire ça, ils ont 5 ans de retard. Ils ont 5 ans de retard, ils n'ont pas le budget de Microsoft. Donc sur ce terrain-là, je ne pense pas qu'ils attraperont Microsoft. Après, cela dit, ils ont quand même une certaine puissance, si elle n'est pas financière. Justement, voilà, j'allais y venir justement dans la deuxième partie. Ils ont une puissance d'image, ils ont une puissance d'image, puissance de marque, et ils ont un travail de longue date avec pas mal de studios. Aujourd'hui, je vais parler par exemple de Street 5. Bon, ça a un moindre impact, mais Street Fighter 5, qui est un des jeux de combat les plus populaires, la licence Street Fighter, qui est un des jeux de combat les plus populaires, ils avaient réussi à l'époque carrément à priver Xbox de ça. C'est le constructeur qui avait payé, c'est Sony qui avait payé pour que le jeu ne soit pas sur Xbox et ne soit que sur PlayStation. Donc aujourd'hui, tu prends un studio comme Capcom, qui n'est pas sous le joug d'un constructeur. Moi, je pense qu'un Capcom X Sony, ça ferait sens. Tu vois, donc je ne parle pas forcément dans les gros achats à 70 milliards parce que Sony ne peuvent pas le faire, mais je pense des studios de longue date avec lesquels ils ont beaucoup bossé et fait pas mal de licences qui restent dans le cœur des joueurs de longue date. Il y a moyen de faire un truc stylé. FF avec Square Enix, par exemple, du coup. Ouais, mais Square, je les vois pas aller chez un constructeur, Square. Parce que Square, ils sont quand même costauds. Ils ont une grosse fanbase sur Internet. Dès qu'ils sortent des jeux, ça se passe bien. Il y avait les 25 ans d'FF7, d'ailleurs, mon jeu de l'enfance. Je vois pas Square aller sous le joug de Sony. Par contre, Capcom, c'est plus probable pour moi qu'un Capcom le fasse que Square. Ils peuvent tout à fait continuer à prendre des jeux comme le FF7 Remake. Ou des exclus temporaires. Ouais, des exclus temporaires, prendre des chèques de Sony de temps en temps sans se faire racheter. Mais moi, le gros point d'interrogation, c'est EA. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est un peu le dernier gros. La transi parfaite. Eh bien, vous savez quoi, gros acteur. la transition est parfaite. Cet homme est animateur, je le rappelle. Oui, évidemment. Attendez, on ramène pas n'importe qui sur ce plateau, s'il vous plaît. Enfin. Incroyable. Non, mais... Cet homme ne connaissait pas l'ordre du conducteur. Mais regardez le. Il n'a pas voulu me l'envoyer. Le pif parfait, le pif. Je n'en ai pas. Juste là, si tu permets. Ouais, c'est quoi les sujets? Tu me dis, je partage pas. Jamais de la vie. Ça n'est jamais arrivé. Juste Lox, moi c'est la question, les jeux à service. Oui. Le même positionnement que Skipper. Moi c'est une interrogation. Pourquoi aller forcément là-dessus, quoi? Parce que l'implication des joueurs fait qu'ils y jouent constamment, donc ça t'apporte une régularité du taux de présentation. Tous les jeux à service ne sont pas des bangers, ils ne sont pas des réussites à chaque fois. Combien de jeux à service sont des pétards mouillés qui, au bout de 3 mois, ne. Pas une garantie. Eh bien, sur une échelle de bons jeux as a service, où est-ce que vous placerez un titre tel que Apex Legends, typiquement? Fallait qu'elle place un. Commence-toi avec ton sniper là, je te vois. Je te vois. Ouais, voilà. Échelle de 1 à combien? 10. Attends, en jeu à service, on a quoi là?
Moi, je t'en as plein. Ben oui, je sais bien. Pas mal. Apex, non, c'est pas franchement, mal. Apex, c'est un. EA se débrouille plutôt pas mal. Il y a toujours une bonne communauté sur Apex. Il y a plein de contenu sur le jeu. Il y a souvent des champions qui sortent. Non, c'est. Ouais, on est sur un bon bail. Hein. On est dans le tiers A, je pense. Tiers Donc A. 7. Ouais, 7, 7. Ouais, 8, c'est pas mal. Hein. On a eu très peur au début pour Apex. En plus, ça a l'avantage d'être gratuit, donc ça régale. Alors voilà toute la problématique du game as a service, free to play. Non mais on peut repenser à les Fortnite, des Apex, des Destiny aussi, hein, qui font quand même. Le taux de fréquentation de Destiny, il est quand même assez colossal, hein, mine de rien. Je sais pas si on se rend compte. J'ai vu qu'ils avaient, en plus, ils avaient pété leur record de préco pour la prochaine extension, je crois. Ouais. Il y a déjà 1,1 million de préco sur. C'est étonnant parce que le jeu est sorti il y a 4 ans quand même. C'est fou. Bah non, mais il y a un super bon suivi finalement. Ouais. Ils ont continué, Super ils ont mis plein de. Alors. Bon, il y a un bon suivi. Ils mettent des choses dans la boîte, quoi. Mais voilà. Oui, mais au final, quand une personne apprécie un titre, qu'est-ce qui se passe ? Genre, on est ravis quand il y a du contenu. On l'a vu avec Fortnite, donc c'est pas étonnant. Pour moi, voir la Destiny, c'est un peu fidélisation. un constat d'échec. Oui, Reza qui lève la main, regardez ça. Le truc aussi avec le game as a service, c'est que tu peux pas jouer à tous les jeux. Du coup, oui, ça t'empêche d'aller. Oui. Je vois pas la strat, c'est quoi d'annoncer 10. Bah justement, C'est ça, c'est de ratisser beaucoup plus large. Et ce que je veux dire, tu vois, d'en annoncer 10 d'un coup, faut voir. Et tout à l'heure, on parle aussi du marché mobile, parce qu'il y aura des jeux mobiles. Jusqu'à 2026, hein, on a quand même 2026, on parlait du marché mobile, mais le marché mobile, il y a Tencent. Tencent, c'est un peu les. Tu vois, comment il s'appelle ? Le caïd dans Daredevil. C'est le caïd du jeu mobile. T'as Tencent et t'as quelques autres boîtes. Et puis t'as Microsoft aussi avec King. Et t'as Microsoft, comme je le disais encore une fois, que le Game Pass qui avait pris de l'avance via Game Pass et xCloud, où tu peux jouer avec les jeux du Game Pass sur mobile. Donc faut voir, moi ce que j'attends vraiment de PlayStation là, c'est Spartacus. En train de dire que sur le mobile, Sony arrive en retard du coup. En retard, là. Ouais, par rapport aux autres achats. Par rapport aux autres qui sont là. Après, voilà, comme mais ils là, De toute façon, ils sont en retard partout à part sur The Last comme ils disent dans le chat, faut pas tomber dans les pas les exclus. Bon. on va ils disent dans revenir le sur chat, EA en vrai. Hein. On va revenir sur EA. Ouais, justement, je voulais y revenir parce que souvent là, sur internet, je vois genre Microsoft, ils ont racheté Blizzard, c'est la merde, l'industrie du jeu vidéo, c'est fini. On fait genre Sony, c'est des miskins. Sony, c'est pas des miskins du tout. Pas du tout. Sony, ils vont très bien. Sony, ils ont toujours la même place, je pense, dans le jeu vidéo. On va voir sur les prochaines années ce que ça va donner. Mais je pense que Sony sur le PlayStation, Spartacus, ça va bien. Mais Sony, si tu prends en tant que boîte globale, ça va pas si bien. Hein. Dans l'industrie du jeu vidéo. Dans l'industrie du jeu vidéo, ça va bien. Il y a que ça qui marche chez eux. Dans le divertissement, la tech, etc. Non, ils marchent bien dans la tech. Hein. Dans la tech et tout, ils sont vraiment bien. Dans l'audio, tout ça, ils marchent bien. Mais après, sur le segment gaming, ils sont bien peut sur le voir gaming. un peu à court terme, avec tout ce qui est en train de se passer, notamment côté Microsoft, et avec le retard que vous avez indiqué là. Le jeu des exclus, c'était il y a quelques temps, mais maintenant, là, sur les prochaines années, pour l'instant, c'est Microsoft qui a l'avantage. Donc en soi, PlayStation, la marque PlayStation en tant que telle, sur le segment gaming, Sony n'est pas forcément dans les meilleures conditions pour rattraper un éventuel retard. C'est un débat qu'on a joué plusieurs fois dans le Lunch Play, mais c'est le positionnement qu'a eu Sony très tôt avec le côté hardware, marque, console qui a marché pendant des années et qui marche toujours. Parce que quand tu vois. Ils sont numéro 1 là en console. Les demandes de PS5, etc., d'Xbox Series, je suis pas en train de dire que Xbox Series ne se vendent pas, elles se vendent. Mais quand même, tu sens qu'il y a quand même une grosse hype pour la console de Sony, un petit peu plus que qui d'ailleurs souffre toujours des problèmes. Voilà. Mais ça fait leurs affaires aussi, ça entretient le mythe et le côté rareté du produit. Mais voilà, depuis quelques années, il y a le fameux Game Pass de Microsoft, l'écosystème sur lequel au départ beaucoup de gens étaient sceptiques. Et là-dessus, ils sont clairement. Beaucoup de gens tu penses que ça joue en faveur de leur marketing d'avoir une console qui justement ne soit pas disponible et que ça crée encore plus de. Ça a toujours marché chez Sony. Ouais, hein. Le fait, encore une fois, ce qui est rare est cher et ce qui est cher est voulu est rare aussi. Et du coup, souvenez-vous, les sorties de consoles PlayStation où tout le monde pensait en avoir dès le départ, il n'y avait pas de problème de Covid, pas de problème de puces semi-conductrices, tu n'avais quand même pas assez de stock, il y avait du renouvellement à chaque fois, les gens devaient attendre. Donc là-dessus, sur la com de leur console et la vente de leurs produits, Sony, ils ont toujours été très, 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 très forts. La marque PlayStation. Justement, on revient chez Electronic Arts, qui visiblement, eux aussi, sont très, très, très forts. On a eu, il y a un aveu d'échec quand même, et c'est cool. J'ai envie de dire c'est cool, non, ça nous fait pas plaisir de voir Battlefield, mais c'est bien d'être transparent et de reconnaître aussi ce qui n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qu'effectivement Battlefield n'a pas répondu aux attentes. Ça a été zéro. Le 2042 là. Ouais. Non, BF ça dégage. J'étais dégoûté parce que moi j'ai beaucoup joué à BF3, énormément joué à BF3, et c'est vrai que le virage qui avait été pris depuis BF5, BF1 et tout, c'était pas ouf. Et
Là, le 2042, le trailer il arrive, on fait wow, incroyable. Incroyable. Ouais, grosse claque. Tout le monde veut jouer à C'est un trailer. Mais pourquoi ils ont sorti ça? Autant le repousser d'1 an, de 2 ans le jeu, tu vois? Pourquoi ils ont sorti ce truc? Genre vraiment, le jeu il est honteux. Mais je me souviens encore en plus dans ce launch play quand on faisait encore les tests, on devait tester BF 2042. On est allé dans une game, on n'a pas pu jouer parce que c'était buggé. Tu vois, il y avait un bug qui bloquait absolument tout le monde. Même là, tu vois, même au-delà des bugs, le jeu il est pas intéressant, les maps sont trop grandes, tu te fais chier, genre tu passes ton temps à courir, c'est un enfer. C'est un enfer ce jeu. Bah, soit tu spawn kill, soit tu dois courir en continu et t'arrives sur des zones où après. Tu meurs, tu au petit bonheur la chance. Ouais, c'est vrai que c'est l'aveu de faiblesse, mais bon, de l'autre côté, d'autres licences se portent plutôt bien, en particulier Apex Legends. Alors, je savais qu'Apex se portait bien, ça c'était plutôt ok, mais alors voir 28 paroisse, là, millions de nouveaux joueurs, quand même, 1 milliard, quand même, aussi, de... 1 milliard 2. Bah, 1 milliard... Attends, ils essaient... 1 milliard de quoi, Laurent Bruno? Attends. Attention. Attends-moi bien. Attends-moi bien. Écoute-moi bien là. Attends-moi bien. Écoute-moi bien. Je lis Daniel Hamad. Je lis ligne par ligne. Je cherche la fameuse ligne parce qu'il en a fait tout un trait. Vous vous en doutez. Mais j'ai vu le chiffre de 1 milliard. Oui, alors, comment? Non, 1 milliard de pixels. J'ai dit 1 milliard de pixels dans la map. Non, ça. Alors voilà, regardez, on peut tout est affiché. Tout est affiché. T'as mis BF 2042 à Daniel Hamad. Des problèmes. J'étais en train de l'ouvrir tout à fait en même temps. Oui, donc voilà, 28 millions de nouveaux players, ok. Et le jeu s'attend à 1 milliard. En fait, c'est le revenu fiscal. Le revenu avec ce que les gens font d'avril à mars, donc avril 2021 à mars 2022. Ok. Donc il n'y a pas un délire on est en train d'y toucher. Où 2042 pourrait devenir déjà free-to-play en partie et tout. Il y a une grande discussion dessus. Ouais. En fait, ce qui avait été annoncé dernièrement avec Battlefield, c'était Vince Zampella qui était revenu dessus en expliquant qu'il allait donc rejoindre un petit peu DICE et tout ça en retravaillant avec Respawn sur le lore de Battlefield. Donc en fait, ils ont énormément de projets autour de Battlefield. Travailler le lore de Battlefield c'est limite existant. Oui, justement. Il n'y a pas de lore à Battlefield, c'est juste la guerre. C'est le but, en fait. Maintenant, ils veulent créer un lore autour de Battlefield. Ils veulent retravailler ça. Et c'est là où je m'étais dit déjà à l'époque, c'est un aveu de faiblesse. C'est en train de me dire que le jeu il vient tout juste de sortir, mais que vous ne vous consacrez même pas totalement et intégralement à son développement et à sa pérennité. Vous êtes déjà en train de miser et replacer des petites pièces autour de la licence. C'est mort, c'est mort. Tu vois, on parlait de Game as Service qui marche pas ou qui font des pétards mouillés. Battlefield 42, qu'il soit payant ou pas, il aurait flop le jeu. Tu vois. Payant ou pas payant, il aurait flop, c'est clair. Après. En l'état. Ah oui, non mais clairement. En l'état, c'était mort. Mais s'ils avaient attendu un petit peu, qu'ils avaient retravaillé la dynamique justement sur les rotations de leur map. Juste ça, c'est du détail pratiquement. Quand même, parce que tu vois, il y a plein. Alors, je pense pas être le seul joueur de Battlefield à apprécier plutôt les maps de type moyenne, petite. Parce que les grandes, c'est très bien, mais quand il y a que ça, c'est très chiant. Il y a un défaut de conception dans le jeu aussi, il y a un défaut de vision en fait. Je trouve que la vision qu'ils ont eue pour ce Battlefield-là n'est pas actuelle, c'est pas ce qu'on attend d'un FPS en 2022 et encore moins en 2042. Encore moins en 2042, ça c'est sûr. De toute façon, ça, clairement, on l'a remarqué, je pense autour de cette table, on est plutôt tous d'accord et je vois un petit peu aussi les réactions dans le chat sur le lore de Battlefield qui peut étonner. On a bien compris qu'effectivement le jeu n'avait pas plu, mais là où c'est plutôt positif, c'est de se dire que eux aussi ils l'ont compris et que peut-être à l'avenir ils vont un peu mieux écouter leur communauté de joueurs, parce que Battlefield, on le rappelle, c'est quand même une énorme licence colossale, c'est ce qui a fait percer DICE, c'est ce qui a mis la Suède aussi en avant. C'est si dommage. Savoir faire des FPS, oui. Parce qu'ils avaient une fenêtre. C'est la déception, s'il n'y avait pas d'attente, on s'en foutrait, on en parlerait même pas. Ils avaient une très belle fenêtre, tu vois, où il y avait de nouveau de l'attente autour du jeu, parce que l'air de rien sur BF5, BF1 et tout, c'était des jeux qui n'étaient pas si attendus que ça, tu vois. Et là, j'ai l'impression que le monde avait repris un peu connaissance de Battlefield en disant ah ouais, c'est vrai, ça peut être vraiment lourd et tout. Le trailer de hype, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un véritable atout? Est-ce que c'est une plus-value de nous sortir des trailers
en mode cinéma incroyable, genre le dernier film d'action incroyable, pour qu'au final on se retrouve avec des jeux qui ne correspondent pas aux attentes. Et quand il s'agit d'une grosse licence, c'est encore pire finalement. Tu tues ta licence, non ? De toute façon, c'est deux trucs différents. Hein. Le trailer, ça va être plutôt marketing, on va essayer de te le vendre. Donc forcément, il faut qu'il soit incroyable, etc., qui te donne envie avant que le gameplay arrive et que tu arrives à le tester. Ouais. Là, ça va être les développeurs qui vont entrer en ligne de compte. Mais après, sur les FPS... Franchement, Battlefield et Call of Duty, je pense que c'est un peu le même combat. Moi, j'ai l'impression que ça s'essouffle, mais une force colossale avec BF 2042. Alors, le Vanguard a bien été apprécié, il continue de se vendre, mais commercialement, ça passe. Mais est-ce que derrière, en termes de vision, comme disait Skipper, ou alors en termes même de gameplay au global, est-ce que c'est pas des licences qui commencent vraiment à être beaucoup trop à s'essouffler, quoi ? C'est un problème plus global, en vrai. Moi, je pense qu'il y a matière à faire un débat de 2 heures sur les trailers de l'E3. Oui. Moi, je trouve ça extrêmement néfaste. Il y a des gens que ça fait kiffer de ouf de voir les trailers CGI, les Beyond and Good, tu vois, les de Battlefield 2042, t'as le jeu chez toi, t'as l'impression qu'on t'a vendu la version Wish. Et c'est un débat de ouf parce que c'est cool de se dire on va vivre une semaine 2-3 exceptionnelle, étant soit peu qu'il existe encore. On va voir des trailers de ouf et tout, à se lever à 4h du matin, mais ils sortiront jamais comme ça, tes games. Et pas de gameplay surtout. C'est ça qui cause des soucis. Ouais. Et moi, les trailers CGI, arrêtez avec ces conneries, hein, vraiment. Hein. Envoyez-nous du gameplay bien moche, bien pixelisé. Là. Comme ça, on n'a pas de problème. Un exemple dans ce que Skipper raconte, je crois, c'est Starfield, on n'a toujours pas de gameplay. Ouais. Le jeu sort cette année. Ouais. Tout va bien, quoi. Des gens sont hype. Starfield, il n'y a que la vidéo. Il y a la vidéo d'une minute. Il n'y a toujours pas de gameplay. Tu sais pas, tu vas jouer à quoi. Ouais. Et comme il dit Skipper, c'est un peu. Mais c'est des trucs partout, tu vois. Alix, il suit pas mal les jeux de foot. UFL, pareil, c'est censé sortir en 2022. Il y a même des bruits de couloir comme quoi c'est censé sortir dans moins de 3 mois. Ils ont tweeté ce matin ou hier en disant le gros jeu is coming. Ouais, 2022. Non, mais pour moi, on en parlait avec Joël qui a eu des bruits par des clubs qui sont partenaires avec eux. A priori, le jeu pourrait peut-être même arriver début de l'année. Ils te sortent un truc gameplay reveal machin, tu vois 0 image du game. Ouais, mais après, généralement, ils sont assez corrects sur les sorties, les dates des jeux. Après, comme tu vois, le DICE c'est un peu justifié avec Electronic Arts, c'était de dire ouais, mais à Battlefield, on a aussi souffert du télétravail. Donc, est-ce que après Bethesda aura cette. M'en fous, montre le jeu. Oui. Montre le jeu. Montre le jeu. C'est pas parce que t'étais en télétravail que la Jeep elle roulait dans le trailer et qu'elle roule pas dans le jeu. J'ai vu, justement. Si elle a roulé avant, pourquoi elle roule plus ? Parce qu'elle a plus de roues, d'accord. La Xbox elle est cassée. Mais non, il y avait plus de budget, bordel. Montrez-nous les petits pixels, on s'en fout. Tu vois, Arceus au moins ils étaient francs. J'ai vu. C'était dégueulasse, c'est sorti, c'était dégueulasse. Personne n'a été déçu. Regarde la shitstorm. Regarde la shitstorm qui s'est passée avec Halo. J'ai vu le commentaire passer justement dans le chat. d'Halo, sa mère. Voilà, regarde, Halo l'a fait. Halo a été transparent. On balançait le trailer. Mais là, eux, pour le coup, ils ont vraiment été honteux. Non. Mélangez pas tout. Halo, ils ont montré un trailer de gameplay. Et ce qu'ils ont montré de gameplay niveau graphique et technique était assez dégueulasse. Parce que j'en dirais que tu parlais de Pokémon légendaire Arceus. Ce qu'on n'a pas aimé avec moi, ce que j'ai trouvé dégueulasse avec le dernier Pokémon au moment de l'E3, c'est que le trailer, il laguait sa mère de fou, quoi. Comme les gardiens. C'est-à-dire que c'était 2 jeux, tu vois le trailer, tu te dis, ça va être 2 bouts infâmes. Au final, c'est quand c'était en direct. Au final, les gardiens, ouais, certes, mais ça, c'est pas mon problème, ça, Skipper. Au final, les gardiens. Si YouTube, il a aussi. Non, mais au final, les gardiens. Non, c'est pas ton problème, mais c'est pas leur non plus. Si Twitch et YouTube, ils font de la dé. Mec, non, parce que les autres trailers laguaient pas. Donc, ça fait partie des 2. Enfin, Arceus et les gardiens, ça fait partie des 2 trailers à l'E3 qui est absolument immonde à regarder. Les 2 jeux sortent. Déjà, les derniers trailers que t'as vu d'Arceus, moi, je trouve ça toujours aussi dégueulasse, mais c'est fluide. Les gardiens, c'était pas hyper beau non plus, mais c'était fluide. Et c'est 2 jeux qui sont pas. Ah si, Gardien, le jeu est bien en plus. Oui, mais à l'époque de l'E3, c'est à l'époque de l'E3, il y a dans le chat qui a un très bel exemple aussi en évoquant le fait que GTA et Red Dead chez Rockstar, c'est vrai qu'on montre souvent pas de gameplay et pourtant à l'époque mais Rockstar, et pourtant les jeux c'est comme si tu disais oui, ils ont pas besoin de t'annoncer le Fun Trade 6 mois. C'est un studio, je n'entends rien, c'est un studio de jeu. C'est pareil. Je rebondis. En fait, théoriquement, dans la meilleure des vies, on aurait dit oui, c'est la même chose, mais en fait non, dans la vraie vie, il y a des gens qui ont plus de codes que d'autres. Et selon la cote de quelqu'un, tu vas pas forcément te dire est-ce que lui je fais confiance. Tu vois, ça fait longtemps que je suis avec lui. En fonction de la cote, on peut faire du caca, c'est validé. Non, c'est pas ça que je suis en train de t'expliquer, Laura. Je suis en train de te dire. Demain, je travaille avec Skipper. Il a toujours été réglo avec moi. Ouais. Je vais être chill. Demain, je bosse avec Suri. Il a jamais été réglo avec moi. Je vais être sur ses épaules. Non, c'est un exemple, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que
Rockstar aujourd'hui. Rockstar aujourd'hui. Mais non. Parenthèse, il a pris une balle dans le plus grand écart. Du coup, c'est gratuit, aujourd'hui, Rockstar Game, ils ont une fanbase beaucoup trop énorme. Ils n'ont même pas besoin de faire ça. C'est-à-dire que ils ont la licence la plus attendue tous les studios ne doivent pas 3-4 générations. Tous les studios maintenant, tous les studios derrière, tous les studios maintenant ne doivent pas se mettre à la même hauteur. C'est-à-dire qu'un petit studio qui n'a jamais fait de grands jeux ou qui a toujours eu des problèmes à faire des AAA ou d'autres types de jeux, ils doivent se dire ok, moi on va m'attendre au tournant, donc je dois prouver plus. Exemple Shifu. En fait, ça a toujours été comme ça. Et derrière, dans le second cas, sur Internet, les 3/4 des gens, c'est des mongos, c'est des trolls. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sors un trailer. La petite. Okay. Non, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu sors un trailer, t'écris sur le trailer, mon jeu est une pré-alpha. Les gens vont chier dessus. Mais c'est même pas le jeu final, connard. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien, comme Skipper il dit, qu'on monte du gameplay 1 an et demi avant. Mais ça, tu vas montrer ça à des adultes qui sont là pour se dire ok, il reste 1 an et demi de développement, le jeu part sur ça peut être stylé. Sauf qu'il y a d'autres gens qui vont être là pour dire ton jeu, il est moche, il y a du clipping. Alors le jeu, il sort dans 2 ans. Ouais, mais ça aussi c'est moche, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens vont chier sur une pré-alpha comme si c'était la version finale du jeu qui est passée gold. Alors que c'est une version qui reste 1 an et demi. Donc je comprends aussi. Je suis en 50-50, je suis un peu l'avocat du diable, mais je suis aussi pour, comme toi. Je veux des trailers de gameplay, moi, personnellement. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'Internet ruine le truc. Ouais, mais tout ça, c'est créé aussi par l'existence de Beyond Good and Evil, de Watch Dogs à l'époque, qui te montre des trucs qui, tu vois, sont impossibles. C'est impossible, ça sort comme ça, le game, tu vois. Et ouais, effectivement, quand quelqu'un te montre en face quelque chose qui est du pré-alpha, qui est un peu moins joli, mais qui sera plus proche de la réalité, c'est vrai que ça détend. Et du coup, ce comportement-là, très toxique du ton game, il est pas beau, il est aussi créé par le fait que les autres, ils abusent. Faut arriver à montrer les deux. Et là où je rejoins Reza, c'est que quand c'est un petit studio, si je le disais, je l'ai cité 2 fois pendant que tu donnais ton exemple, mais je parlais de Shifu. Shifu ou Sifu? Shifu, moi je dis Shifu. On prend Shifu en chinois. J'arriverai pas. Bref, tu vois, par exemple, typiquement, ils ont montré du gameplay très tôt. Parce qu'il y avait une volonté de convaincre le public du pourquoi on propose ce jeu-là. Ils vendent du gameplay sur ce jeu, clairement. Voilà. Tu vends un gameplay sur ce jeu. De toute façon, c'est le gameplay qu'ils mettent en avant. Tout dépend aussi du jeu. Si c'est une claque technique et graphique, tu vas plutôt miser là-dessus plutôt que sur le gameplay en lui-même, parce que tu sais bien que c'est pas forcément ce qui fera vendre. Alors que mine de rien, c'est quand même assez important. Je suis d'accord avec mes 2 collègues en face. C'est vrai que c'est un souci. C'est-à-dire, nous, ça ne dérange pas que tu nous montres des belles cinématiques. Il y a pas de problème. On achète, on est client, on est friand, on aime prendre une claque à nos rétines. Par contre, derrière, une fois que tu as montré tes 2 minutes de cinématique, montre-moi, s'il te plaît, du gameplay. Tu citais UFL, l'événement, il a duré 20 minutes. Genre, le titre de l'événement, c'est World Reveal Gameplay. C'est pas World Reveal blablabla, World Reveal Ambassadeur, etc. Gameplay. Ils ont montré Cristiano Ronaldo, vidéo tournée chez lui, il n'y a pas de problème, c'était classe, tout ça. 92 secondes de gameplay. C'était l'équivalent d'un trailer de fin d'événement. D'ailleurs, c'était ça, parce qu'à la fin du trailer, bye bye, à très bientôt, vous donnera des nouvelles du FL. 92 secondes de gameplay, il y a 3 secondes de gameplay réel aussi. Oui, parce que tu as des images de menus, d'interface, etc. Donc pas content. Pas content. Pas content. Bah ouais, pas content. Et puis le discours à la fin de la vidéo. La boîte de Pandore. Non, mais le discours à la fin. C'est parti. Non, mais le discours à la fin de la vidéo, c'est de dire. Dès que ça parle d'IA. On sera prêt quand on sera prêt. Bah super mec. Enfin, me fais pas un événement de 20 minutes pour me dire on sera prêt quand on sera prêt, on communiquera dessus quoi. Ah, c'est trop laid. C'est vrai. Juste pour revenir sur, on va conclure là-dessus avec EA. Bon bah voilà, on a fait le tour. Ok, aveu de faiblesse, on vous a attendu pour Battlefield. Il y a d'autres licences qui se portent très très bien. Et de l'autre côté, EA qui fait donc clairement comprendre qu'ils ne comptent pas du tout se faire racheter. Alors soit c'est une stratégie marketing. Pour dire, écoutez, on se porte tellement bien. Voilà, exactement. Si vous voulez nous racheter, il va falloir sortir la moula et quiche ta max. C'est cher. Et ça va être très cher. Ça va être très très cher. C'est cher. 30-40 milliards. C'est cher hier. Mais du coup, ils veulent pas se faire acheter puisqu'ils ont une volonté de grossir. Est-ce que c'est une bonne stratégie au vu des dernières actualités quand on voit un Microsoft qui rachète des Activision Blizzard King, quand tu vois du Sony qui a fait l'acquisition d'un Bungie à côté? Est-ce que c'est une bonne stratégie pour EA de se dire non, nous on va rester là, on va rester colossal, on a nos licences qui sont fortes, on met de la tension entre les 2 gangs? Alors, pour moi, tu dépenses pas d'argent
quand t'es sur le point de te faire acheter ou que t'as l'intention de te faire acheter. T'investis pas dans quelque chose dans le but de dire dans 2 ans, je me fais racheter. Je rappelle... T'as une valeur, une plus-value quand même derrière. Je rappelle qu'ils ont dépensé une petite fortune pour conserver la licence NFL. Donc EA sont très portés au-delà d'Apex, etc. Je vais parler évidemment de ma cam dans les jeux de sport. Sur les jeux de sport, on oublie le basket parce qu'ils sont ramassés dessus depuis des années. Mais tout ce qui touche à Madden, tout ce qui touche à NHL, tout ce qui touche à FIFA... Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très très bien. Ultimate Team, dans leur bilan global à l'année, c'est un banger, c'est n'importe quoi. Ça leur rapporte v'là la thune. Et c'est eux qui maîtrisent cet écosystème aujourd'hui avec les fameuses équipes de rêve, les cartes, parce qu'NBA 2K essaie de faire la même chose, mais en moins bien. C'est eux qui le maîtrisent le mieux au monde, selon moi. Quand t'as ça entre les mains, je pense que t'es bien. Hein. T'es pas en galère, t'es pas en danger, t'es pas en mode de dire... Pour toi, avenir confiant du côté de chez EA, on reste EA nous seuls dans notre J'ai pas le bulle. sentiment qu'aujourd'hui leur stratégie soit de se rallier à quelqu'un d'autre pour se développer. Ils se développent très bien eux-mêmes. Moi, c'est mon sentiment en tout cas. Tout le monde partage cet avis ou non? Je pense que c'est extrêmement... Enfin si, ce qu'il a dit est complètement vrai, Alix. Moi, je pense aussi qu'il y a une part de risque quand t'es dans la position potentielle de racheter EA. Avec tout ce qui se passe, tous les procès par rapport à FUT, tous les histoires qu'il y a eu récemment de hacks de comptes qui viendraient d'employés EA. Donc là, tu parles pas de trucs qui sont extrêmement tristes, hein, évidemment, du côté de chez Activision Blizzard, mais de mauvais management, de harcèlement, etc. Là, tu parles d'un truc encore plus grave, parce qu'il y a des suspicions internes chez EA qui manipuleraient les comptes des joueurs, hackeraient les comptes des joueurs, jouent avec de l'argent, tu vois. C'est encore pire. Donc ce sera un move touchy finalement, un peu c'est un move qui est compliqué parce que en termes juridiques, EA est quand même pas tout à fait à l'abri avec tout ce qu'on entend en ce moment. Oh, est-ce qu'on n'aurait pas les fonds en caisse justement pour se protéger de tout ça? Parce que pour le moment, ça fait depuis 2019 qu'on parle des procès avec FIFA. Ça fait depuis, hormis quelques législations dans certains pays qui effectivement ont arrêté le fait de pouvoir dépenser les jeux de hasard, les jeux d'argent dans les jeux. Ouais. La Belgique, il y a la Belgique, il y a les Pays-Bas. Ils vont se faire attraper quand même. Il y a un moment, ils vont se faire attraper, c'est obligé. Il y avait déjà Battlefront déjà. Vous avez dû faire un petit rétropédalage. Après, il y a la licence FIFA qu'ils vont certainement perdre. Et ça, je pense que c'est une question d'image. Et une question de temps aussi. Une question de temps, une question d'image. Mais le mode est tellement fou que... on avait ce débat-là avec Bob, avec qui on a l'émission de sport sur MGG, mais est-ce que FIFA peut survivre sans la licence FIFA? Oui, parce que Ultimate Team est un mode qui se suffit à lui-même, quoi. Ah, tu penses? Ah ouais, je pense vraiment. Parce que tu vois, typiquement, il y a des campagnes de cartes qui sont faites dans le jeu par rapport à des événements sur lesquels EA n'a pas les droits. Je pense à tout ce qui touche à l'époque, il y avait la Ligue des Champions, mais ne serait-ce que pour l'Euro, ils avaient créé un festival du football. Alors, le nom de la campagne est nul, mais ça a marché quand même. Après, en fait, c'est toujours, ça dépend de ce que tu as en face. Comme il n'y a rien en face pour l'instant, ça marche. Il n'y a pas un jeu capable de proposer quelque chose de suffisamment potable sur la durée pour faire trembler EA, quoi. Pas comme l'a fait 2K avec NBA 2K, en tout cas. Je sais pas, c'est peut-être pas si facile quand même. Parce qu'en vrai, si EA n'a plus les droits de la FIFA, ça veut dire que plus de logo de club. Non, t'as la FIFPro. La FIFPro, c'est le syndicat des joueurs. Donc c'est pas pour l'image des joueurs. T'as l'image des joueurs, mais après. Mais t'as pas l'image des équipes. Après, c'est pas très grave. T'as un éditeur, tu bidouilles, t'auras des packs. C'est un mec de PES qui vous dit ça. Donc ouais, mais du coup, UFL, quoi. Mais à l'époque où PES c'était numéro 1, ils avaient même pas les vrais noms, quoi. Je me rappelle, on a acheté le jeu, on renommait les trucs et tout à l'époque sur Play 2. Et puis tu sais, au final. tu joues avec des cubes. Et puis tu sais, au final, Ultimate Team, oui, tu portes le maillot du PSG et t'as Ronaldo en pointe, ce qui n'est pas logique. Et puis t'as Haaland, et puis t'as machin. Ouais, mais t'as le maillot du PSG, t'as ces trucs-là. En vrai, c'est vraiment genre le débat de est-ce que UFL va réussir à reconcurrencer mais même pas ça, est-ce qu'on va réussir à leur reprendre leur place? Si les droits de la FIFA, ils vont bien finir par aller ailleurs. Un jour, oui. FIFA, ils vont pas. S'ils lâchent EA, ils vont aller ailleurs. Mais c'est les compètes et les clubs. Après, peut-être 2K, par exemple. Dis-toi, le plus important, c'est les joueurs. Et si 2K sort un bon jeu de foot, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'aimerais bien, moi. Eh bah, parce que c'est pas UFL, on a que l'avenir pour nous. C'est un tout petit studio qui va aller deal avec la FIFA pour les droits de Manchester United. C'est sûr. Bah, on verra, mais en attendant, je crois entendre très régulièrement quand même que les licences, ça reste important dans ces types de jeux et que c'est très attendu des joueurs, d'où l'effet de retomber avec UFL et la dis-toi, c'est les droits des joueurs. Après, les licences, c'est bien, mais si déjà tu as les droits des joueurs, t'as les vrais noms, les vraies têtes,
c'est déjà 80% du taf. Les prêts bien réalisés aussi, c'est important. On ne fait pas de... Non, on ne tire sur personne, ici. D'ailleurs, on va parler cette fois-ci d'une entreprise, d'une licence qui vient d'un endroit où c'est vrai qu'on tire quand même très souvent dedans. Mais est-ce qu'on va dire du bien d'eux aujourd'hui, de Blizzard, puisqu'effectivement... J'étais sûr. Dans ma tête, j'ai dit à quel moment elle dit Overwatch. Non, on va pas parler d'Overwatch. Non, on va parler de World of Warcraft. Parce que vous le savez quand même, oui, les fondements de cette licence, c'est quand même cette guerre entre la Horde et l'Alliance. 28 ans de guerre depuis 2000. Ça fait plus de 2004, donc même ça fait un moment. Ça fait déjà beaucoup trop longtemps. On arrive sur une réunification, Suri. Koh-Lanta, quoi. C'est pour partir avec votre totem. Très très bonne vanne. Rien à dire. Incroyable. C'est vrai que c'est magnifique. C'est vrai. Formation professionnelle de la part de Danix, évidemment. Excusez-moi. Mais justement, cette réunification, est-ce qu'elle a du potentiel ? Est-ce qu'elle parle à cette communauté qui, du coup, est quand même... Enfin, moi, tu vois, c'est la Horde forever, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on commence à devenir les alliés de l'Alliance ? Est-ce que ça a été bien reçu de la part de la communauté, Suri ? Il faut aussi distinguer le fait que c'est pas l'Alliance qui peut tout faire avec la Horde. Oui, on peut pas tout faire. Là, c'est uniquement dans des instances de raids, de donjons, etc. C'est quelque chose qui a bien été accueilli parce que, globalement, de ce que j'ai vu, c'est quelque chose qui était attendu depuis assez longtemps. Et c'est une première. Et c'est une première, effectivement. Et pour le coup, quelque part, il y a deux choses. C'est que d'un côté, tu avais donc pas mal de joueurs allianceux qui sont moindres en termes de population, ou alors sur certains serveurs où c'est full alliance, etc. On se demande pourquoi. Mais les allianceux qui n'avaient pas forcément la possibilité de tag, notamment dans des contenus assez haut niveau, et la Horde qui était un peu tranquille. Mais c'est bien aussi d'avoir cette facilité, cette praticité, parce que tu te dis, ok, j'ai mon pote qui est niveau 60, mais il est du côté Horde, moi je suis côté alliance. Ils avaient essayé quand même de rendre l'Alliance justement un peu plus attractive. Ils avaient essayé de faire revenir un petit peu plus de monde de ce côté-là. Ça n'avait pas été si efficace que ça finalement. C'est pour ça qu'on est obligé de aujourd'hui réunifier, en tout cas pour certains raids. C'est pas tant réunifier quoi que ce soit ou essayer de ramener du monde vers l'Alliance. Là, c'est plus la praticité des joueurs. Ma copine est côté Horde, elle a ses personnages niveau 60. On avait dû créer un perso côté Alliance pour pouvoir tag ensemble, etc. et faire notre petit truc. Mais pour le coup, c'est aussi intéressant de ce côté-là, en termes de praticité pour les joueurs, aussi pour ceux qui jouent à haut niveau. Et il y a également la partie lore qui reste assez cohérente à mon sens, parce que combien de fois l'Alliance et la Horde se sont rassemblés pour combattre un ennemi commun, oui. Bon, ça reste tout à fait normal. Après, bien sûr, c'est pas genre l'Alliance et la Horde qui vont allez hop, c'est parti, c'est la paix, etc. Non. Là, il y a des moments où ça va encore se fighter, quoi. Oui, on l'espère parce que justement, on avait noté, j'avais repris des infos qui datent quand même de mars 2021, au moment de la sortie de Shadowlands. Ça n'a pas si bien fonctionné. On a eu une chute du nombre de joueurs, 41% quand même, c'est pas moindre pour une licence aussi ancienne. Est-ce que tu penses que justement c'est un changement qui va relancer un petit peu la dynamique du jeu ? Peut-être que des gens qui l'avaient un petit peu mis de côté ont une raison aujourd'hui d'y revenir ou pas du tout ? Il y a des gens qui ont une raison d'y revenir, justement pour faire ça avec des amis, etc. Mais c'est pas ça qui va relancer complètement le jeu. C'est pas suffisant. C'est ça. Je pense que des Zoltan ou des personnes comme ça attendent beaucoup plus de la part de Blizzard, mais que c'est un premier pas et qu'après il va falloir le contenu, les mises à jour et éventuellement ces fameuses nouvelles extensions réputées avec des dragons, etc. Je ne sais plus exactement les rumeurs qu'il y a en ce moment, mais est-ce que c'est ce genre d'extension qui va ramener les gens ? Oui, c'est plutôt du contenu comme ça qui va faire peut-être que le World of Warcraft de demain sera plus apprécié et beaucoup plus peuplé finalement. D'accord. Bon, en attendant, Final Fantasy XIV a encore de beaux jours devant lui. Je ne sais pas si là autour de la table il y a des gens ça les a touchés, ça n'a absolument rien de voir la Horde. Jamais touché à World of Warcraft de ma vie pour moi. Je ne suis pas un joueur de WoW, mais en tout cas, je suis très content pour ceux à qui ça fait plaisir. Voilà. Mais aveu de faiblesse. Le politicien. Aveu de faiblesse de la part de Blizzard quand même. Parce que c'est quelque chose qui aurait dû. Enfin, c'est quelque chose qui a été provoqué uniquement parce que tu parlais des chiffres tout à l'heure, des moins 40% de joueurs. C'est quelque chose qui est provoqué uniquement par ça en fait. C'est provoqué le manque par de contenu, tu restaures des anciennes extensions, il y a un moment. La désertion de tes joueurs sur FF14 notamment, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ils sont obligés de lier l'Alliance et la Horde. Et je pense que s'il y a encore des anciens de chez Blizzard, c'est quelque chose qu'ils concèdent et pas quelque chose qu'ils proposent.
vis-à-vis de l'histoire du jeu. Donc ouais, je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Je suis tombé sur un article qui récapitulait un peu ce qu'avait déclaré Asmongold à ce sujet-là. Gros streamer World of Warcraft, qui est passé côté FF14 et qui est plutôt en opposition avec ce que Blizzard faisait depuis un moment. Donc lui, il disait que c'est un changement qui aurait dû intervenir il y a 5 ans. Et qu'en vrai, c'est même pas Blizzard qui a choisi, c'est les joueurs. Parce que les joueurs se sont tous placés dans la même faction, même s'il y avait encore des gens dans l'Alliance. Le jeu était déséquilibré et c'est un choix c'est un choix que les joueurs ont fait d'une part. Et c'est un choix que Blizzard a dû faire pour essayer de faciliter la vie des joueurs sur WoW, quoi, et de ceux qui étaient dans l'Alliance. Donc, aveu de faiblesse. Je vois beaucoup de personnes dans le chat souhaiter justement une refonte totale, même graphique, de World of Warcraft. Un avis que tu partages, Suri, justement? Oh non. Non, moi je suis tombé sur on va faire comme si ça n'était jamais arrivé. Zerator a beaucoup parlé de ce sujet sur une vidéo qu'il avait fait à l'occasion du rachat Microsoft, justement, de Blizzard Axie, où il disait que pour lui, c'était gros joueur de World of Warcraft, évidemment que c'était le seul moyen de relancer le jeu et qu'il fallait y aller, quoi, parce que... Pas de Reforge. Non, pas de Reforge. mais que le jeu en avait besoin et que certes, la communauté core, il y a une partie de la communauté core qui allait être contre ce changement-là. Ouais. Mais voilà, Blizzard, il t'ouvre un serveur vanilla à l'ancienne. Les mecs qui voudront rester à l'ancienne, ils jouent à l'ancienne. Mais c'est un jeu aujourd'hui et je partage un petit peu son avis, qui a besoin d'une vraie refonte. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il y en aurait peut-être besoin pour insuffler un petit peu de dynamique là-dessus. Je pense que c'est un avis qu'on partage tous, même ceux qui ne jouent pas. C'est ça qui est intéressant. Non, mais c'est vrai que pour le coup, il y a encore du boulot à faire là-dessus. C'est un petit aveu d'échec quand même, de faiblesse. Un vrai aveu d'échec. C'est un vrai aveu d'échec. Aujourd'hui, t'es dans le cœur des joueurs, en tout cas, statistiquement, je sais pas, je m'intéresse pas assez au MMO pour le savoir, mais t'es plus le numéro 1. Et là, ils sont plus dans la position où ils essayent de sauver le game que de venir rechercher une nouvelle population, rechercher de nouveaux joueurs, reséduire les anciens. Pas facile de fédérer. Pas facile de fédérer, ouais, ils galèrent. Hein. Mais il y a surtout un changement, en fait. Là, on commence à le voir. Alors, c'est compliqué de savoir vers où ils vont exactement pour le moment. Mais là, ne serait-ce qu'en 2022, donc le rachat, etc. Mais quand tu vois la manière dont ils changent leur manière de communiquer, des changements qui étaient attendus depuis des années, qui arrivent, c'est en train de changer un peu de stratégie du côté Blizzard. Pour le coup, je le perçois pas forcément comme un aveu de faiblesse, mais plutôt comme une volonté de changement et une prise en compte du fait que oui, effectivement, aujourd'hui, ils se coltinent quand même une image assez lourde au vu de tout ce qui a pu se passer en interne, de tout ce qui est sorti du côté de chez Blizzard. Et à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler. Je pense qu'on va avoir des best-sellers qui vont sortir sur les précédentes années et tout ce qui s'est passé et déroulé en interne chez Blizzard. Donc là, clairement, à voir. Mais tu vois, moi de me dire oui, au moins ils ont fait quelque chose à leur jeu, parce que c'est un petit peu ce qu'on leur reproche particulièrement, c'est d'avoir un petit peu abandonné WoW, et c'est ce qui explique aussi derrière le fait que le jeu soit déserté par une grande... Oui, il y a encore on va pas rentrer dans les détails de chacune des licences, on va même me switcher de news avant de vraiment passer sur un tabassage collectif. Là, c'est pas très sympa. Non, on n'est pas comme ça. Vous le savez, on va passer justement, on sort des MMORPG pour aller un petit peu plus sur le côté horrifique. Vous avez joué à ce Dark Picture un petit peu? Vous en avez fait quelques-uns ici? Pas du tout. Jeu d'horreur. Jeu d'horreur cinématographique, s'il vous plaît. C'est un film que tu regardes. Le début du dernier. Après, j'avais stoppé parce que je voulais le faire en stream. Donc, je le ferai en stream, je pense, sous peu. Mais sinon, j'avais pas fait les autres. Et t'avais apprécié quand même? J'ai fait le dernier, j'ai fait juste 30 minutes. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu court pour commencer à 30 minutes, mais c'est plus que... J'aurais pas peur, je pense. Mais ça va, t'as le début là dans le tombeau avec le monstre. Après, tu te retrouves, je sais pas où, dans le futur. Il y a la nana qui arrive là, c'est l'ex-femme du chef de site ou je ne sais plus quoi. Et j'avais continué un peu, après j'avais arrêté là. Je le ferai en stream entièrement, mais ça a l'air cool. De temps en temps, c'est bien. Moi j'aime bien. C'est pas des jeux auxquels je jouerais beaucoup. Il est beau. Tous les 10 ans, c'est bien, tu vois. Le Anthologie Man of Medan, il était quand même toi, tu l'attends du coup? Assez sympa. Moi, je l'attends, mais c'est surtout que là, ce qui a été découvert, c'est qu'on a découvert 5 nouveaux logos, 5 nouveaux titres en préparation. Alors, quand est-ce qu'ils vont arriver? On ne le sait pas, comme vous le voyez. On a Directive 80
8020, pardon. On a The Craven Man, Intercession, on a Winterfold et Present ODF. On ne sait pas du tout de quoi il s'agit. On a juste vraiment découvert ça. Ça a été déposé pour le moment. On n'a aucune idée de... Ça ne veut pas forcément dire que tout va sortir, du coup. Ah bah déjà pas tout d'un coup, ça c'est clair. Ouais, déjà. Quel sera le premier arrivé? Voilà. On n'en a aucune idée. Est-ce qu'on aura les 5 jeux à l'arrivée? On ne sait pas, du coup. Peut-être des extensions. Voilà, aussi peut-être dedans. Mais voilà, on sait que on a quelques compagnies qui ont fait des acquisitions dedans. On a Dark Pusher, Until Dawn aussi, des studios Until Dawn. Vous avez fait Until Dawn aussi? Pas du tout. Malheureusement non, mais c'est bien parce que en vrai, je trouve qu'il y a de la place pour une nouvelle grosse série de jeux d'horreur. Parce que Resident Evil, même si ça revient pas trop mal, le 7 et 8, je trouve que tu renoues pas mal avec ce que ça a pu être par le passé. C'était un petit peu perdu entre-temps. Mais il y a Evil Within qui pouvait être prometteur, mais qui n'a pas vraiment décollé. Et ouais, il y a de la place pour une belle franchise de jeux d'horreur qui arriverait à innover un petit peu et tout. Je trouve ça intéressant. Ouais. Bon, après, je sais pas s'il y a un jeu d'horreur que vous attendez en particulier ici autour de cette table. Si, moi c'est un jour que Silent Hill refasse surface. Oui. Voilà. Non, mais un jeu qui est déjà annoncé avec une date, ça, genre Project Mara, typiquement de Ninja Theory, ce genre un de truc possible en fait. Ouais. Silent Hill, c'est possible. C'est juste que c'est possible. C'est attendu. Voilà, c'est possible. C'est possible et c'est attendu. Voilà. C'est possiblement attendu. Project Mara, ça a l'air très intéressant quand même. C'est parce qu'on explore en fait de nouveaux genres un petit peu. On essaye d'aller pousser un petit peu loin, un peu plus loin les. Ouais, t'es dans un délire un peu Black Mirror, tu vois. Et la prouesse technique aussi, surtout. Ah oui. Moi, ce que j'aime pas trop dans ce style de jeu, j'aime pas trop dans ce style de jeu, c'est dire que le genre ne m'intéresse pas et je trouve que ça se renouvelle pas beaucoup. En termes d'ambiance? Dans les trucs d'horreur, c'est comme les films d'horreur en fait. Toujours autour d'une maison. Genre, regardez quand j'étais adolescent, après un moment je dis mais en fait c'est de la merde, c'est toujours la même chose souvent. Ouais. Enfin, le propos est souvent le même, t'en auras 5-6 qui vont sortir du lot, mais 90% c'est assez fast food. Du coup j'ai ce même problème avec les jeux d'horreur et du coup Project Mara de Ninja Theory que j'avais vu parce que moi j'avais adoré Hellblade à l'époque et j'avais vu après ils avaient annoncé en même temps Project Mara et Hellblade 2. Hellblade, exactement. Du coup ça me parle. Ça te parle? Ça me parle le savoir-faire. Pour la prouesse technique, le savoir-faire, ils partent sur un bon truc, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Quand même voir ce que donnera le fameux Abandoned aussi. Le fameux. On n'a rien vu. Oui, on n'a pas vu grand-chose. Parlons des trailers justement. Tiens. Mais faudra voir ce que ça donne. Faudra lui donner une chance, même si. On verra ce que Blue Box nous annoncera d'ici là. Le trailer, il y avait ni gameplay, il y avait rien. Enfin, non mais incroyable. Mais les success stories comme mec, ça. Il y a plus de gameplay que dans UFL. Donc dans Abandoned. Ouais, peut-être. D'ailleurs, le chat confirme, mais c'est vrai parce que moi j'oublie toujours qu'au final ça reste un jeu d'horreur. Dead Space, que j'avais énormément aimé sur 360. Du coup, il y a eu l'annonce du retour à voir. Exceptionnel Dead Space, c'est vrai. Chaud. Moi, j'ai vu passer des Outlast aussi dans le chat. Merci. On adore. On enchaîne encore parce qu'on a beaucoup d'actualités aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur un sujet qui fâche. On en a marre d'en entendre parler, vraiment, c'est trop. Mais là, ça fait du bien d'entendre comment ils ont été décriés par pas mal de studios indés. C'est les NFT. Les NFT. Oh non. Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on peut parler de NFT uniquement sans rentrer dans le sujet. Juste sur le positionnement des studios. Parce qu'il y a des studios qui aujourd'hui se positionnent genre le NFT, on peut pas faire sans, c'est un truc pour l'avenir et tout, ça c'est vraiment sûr quelque chose. Et de l'autre côté, là ça va te faire du bien Reza. Ça va te faire du bien Reza. Et de l'autre côté, on a aussi des studios qui sont en mode non mais nous cette technologie ne nous intéresse absolument pas. On refuse de travailler avec des studios qui travaillent et qui veulent produire du NFT. On ne veut plus, il y en a marre, c'est du scam, c'est de la connerie, c'est vraiment mais vraiment ils se sont fait je vais essayer de reciter Team 17, mon gars, ils ont raison. Team 17, ils ont déjà fait le meilleur jeu du monde. Ils ont fait Worms, c'est le meilleur jeu du monde. Ils ont fait Worms et ils ont puis derrière. Ils ont dit nos NFT, vous n'aurez pas nos vers de terre. Exceptionnel. Ils ont été littéralement overcooked avec un petit message légèrement véhément en disant littéralement qu'en réalité les NFT ne sont qu'une putain d'arnaque. Mais je cite, c'est vraiment de la citation. En ce moment, c'est littéralement ça dans dans tout, genre le Twitter game, dans les jeux vidéo, c'est d'un côté t'as les mecs qui disent oh putain c'est l'avenir, c'est magnifique, c'est incroyable, t'as les autres qui disent c'est de la merde, c'est une arnaque. Toi tu prends ton popcorn, tu regardes et t'attends de voir, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. On regarde surtout, ouais. Il y a des initiatives intéressantes quand même. Il y a des jeux qui sont basés à 100% sur les NFT où tout ce que tu fais dans le game,
c'est des NFT que tu peux revendre, que tu peux acheter, et tout le gameplay est basé dessus. Donc ça, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Enfin, tu vois, en vrai, on sait pas ce que ça donne. Il y a des gens mais là, qui osent, je te sors une image d'un Worms et je te le fais payer ralas très cher. Ah oui, non, ça n'a pas de sens. T'as les studios c'est comme là où... Ubisoft. Mais tu vois, genre, en fait, personne n'en sait rien. C'est uniquement de la spéculation, uniquement vraiment. Et genre, t'as Sega qui arrive. Alors, il y a Oscar Levert, justement, qui a fait le compte-rendu des positionnements des éditeurs. Et c'est là où j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on va aborder les NFT. On ne rentre pas dans le sujet parce qu'on s'en fout. On en a marre. Je suis pas d'accord. Mais oui, mais t'as le droit. Non, je suis pas d'accord parce que, ouais, c'est vrai, on le comprend mal. Mais par contre, ça peut donner la possibilité à terme de faire un truc que personne n'a actuellement et qui est un manque pour le joueur, c'est de pouvoir posséder réellement ce que tu achètes dans le game. Quand tu achètes, les possèdes réellement avec la techno NFT, au moins c'est inscrit dans une blockchain que tu peux pas changer et voilà, si le jeu disparaît, tes items ils sont là, ils sont plus utilisables, mais au moins ils seront là. Mais tu vois, aujourd'hui t'achètes un skin sur CSGO, t'achètes un skin sur Fortnite, t'as juste perdu 20 balles. CSGO, on te dit oui, il y a un marketplace, tu t'achètes ta paire de gants à $3000, très bien, sauf que cet argent-là, il sortira jamais de ton compte. Vu que tu le vends, c'est un solde de Steam, tu peux acheter des jeux avec. C'est tout, ça n'a aucune valeur marchande. Alors qu'avec le NFT, tu peux introduire des notions de pay to earn où demain, si tu as envie de farmer un game et que ton Destiny, que tu fais 1 milliard de fois, tu fais 100 fois la même grotte pour dropper le pompe que tu veux, si ce pompe-là, tu peux le vendre, en fait, tu peux gagner ta vie grâce aux jeux vidéo. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Mais aujourd'hui, on n'en a pas trouvé, personne n'en a trouvé dans les gros studios en tout cas. Comment on explique on la a vraie Sega. utilité parce qu'ils n'en ont aucun intérêt financier derrière. Ouais, mais regarde, on a Sega, on reprend là où ça en était, c'est-à-dire Sega qui était en mode oui, on va se lancer dans les NFT. En fait, on va réfléchir. Bon, en fait, on va peut-être laisser tomber. Derrière, t'as en fait tout le monde qui a voulu un petit peu se lancer dessus. Team 17, voilà, on a vu un petit peu les réactions. On a EA qui pareil décide de se lancer et puis après ils disent non, en fait finalement on va pas les faire. Ensuite, t'as Ubisoft qui arrive qui dit oui, alors nous on va faire ça, on va continuer. C'est juste vous êtes trop cons, vous comprenez pas ce que sont que les NFT. C'était grave. C'était grave. Ils ont quand même insulté les joueurs. Ils ont dit les gars, vous comprenez pas. En fait, c'est tout ce alors qui que s'en c'était de la merde autour. leur truc. C'était de la merde. On dirait les mecs qui regardent SNK. Shingeki no Kyojin, tu vois. T'as Konami à côté, tu vois, t'as tout le monde qui va un petit peu de sa sauce, il y a chacun qui se dit. T'as pas le perdu. Ça va, Reza? Ça va. Et aujourd'hui. Ah, mon gars. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que justement ces studios ont raison de se positionner sur ces sujets-là, ou plutôt est-ce qu'ils devraient, je sais pas, avoir une sorte de cohésion, essayer de s'entretenir, d'avoir un conseil de l'industrie, tu vois, limite, et se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait, S'ils croient pas au truc, autant qu'ils soient honnêtes avec eux-mêmes et honnêtes avec les gens qui les suivent et qui adhèrent leurs produits. Après, c'est peut-être le côté véhément. Je pense qu'aujourd'hui, les NFT, c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper bien expliqué tout le temps, qui, dans la tête des gens, moi le premier, j'ai beaucoup de mal à visualiser le truc, quoi, même sur le court terme. Donc je sais pas, le positionnement, je peux le comprendre. Après la véhémence, le côté vraiment presque trash talk, c'était peut-être pas nécessaire. On va être honnête, moi je ne comprends pas grand-chose aux NFT, crypto-monnaie, tout ça aussi. Nous, ce qu'on attend, c'est simplement faites-nous des bons jeux. Oui, on verra après. Ouais. Parce que là, moi en tout cas, je parle en connaissance de cause parce que je ne connais pas les NFT. Enfin, je sais ce que c'est à peu près, mais après, je ne sais pas du tout quel est le potentiel de ce bordel. Je ne sais pas du tout comment ça peut être intégré. Peut-être que ce sera d'une bonne manière. Quel est le potentiel? Moi, j'ai juste envie de me dire, écoutez, vous en faites pas, très bien, ou vous en faites très bien, mais en attendant, nous, c'est juste des jeux sympas à faire qu'on attend. Après, s'il y a un NFT qui permet de se faire du free derrière, bon, en revendant des items, si le jeu est bon, on mettra de l'argent. Enfin, c'est toujours pareil. Enfin, ouais, mais là c'est même pas. C'est justement pour sortir de ce raisonnement-là. On va pas rentrer dans le débat NFT, s'il vous plaît. Je ne veux pas de ça. Je me tire. Voilà, on change de news. Bref, pour les studios qui s'expriment dessus, en tout cas, que ce soit bien ou en mal, mais qui savent pas de quoi ils parlent, parlez pas quand vous savez pas, c'est tout. Vous savez, ok. Que ce soit Ubisoft, machin, parce que la vérité, c'est qu'ils savent pas. Ils ont ouvert des cellules, machin. Non, ça sert à rien. Je peux pas faire des déclarations en mode les joueurs sont des cons si tu comprends le système. Bon, voilà, c'est tout. On ne rentre pas dans le débat. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pas de ça. Effectivement, on va enchaîner cette fois-ci avec une liste enfin postée, une liste de jeux validés par Valve qui sortiront sur la Steam Deck.
On a 106 ou 107. Attendez, j'ai oublié le chiffre de tête. 106 jeux certifiés, validés. Et parmi eux, justement, on a plutôt de belles licences. Bon, forcément, il y a des jeux dont on avait déjà... Ils ont mis combien au début? Ils en avaient validé 40, une quarantaine, cinquantaine? Quelqu'un s'en souvient? J'ai pas le chiffre. Sur Steam Deck? Ouais. Ouais, c'était pas beaucoup au début. Au début, il n'y en avait pas énormément. C'était pas beaucoup, donc tant mieux, quand même. Parce que ça faisait peur. Ouais. À un moment, on se disait... On avait vu des Hades, Guacamelee, des Dishonored. C'est combien le prix retail déjà du Steam Deck? Le 60 gigas, c'est... 540, celui du milieu, la console, la deuxième proposition. La première, c'est 500. La deuxième, c'est 549. Et l'autre, c'est quasiment un peu plus petit. Il y avait un scénar où t'achetais ta machine 500 balles et il y avait genre 20 games dessus, quoi. Enfin, optimisé en tout cas. Ouais. Donc là, c'est cool. 549, 419, les 64 gigas. Ouais, moi, je me rappelais du prix d'entrée, justement, de 419. Après 64 gigas, honnêtement, je sais même pas pourquoi ils proposent ce modèle-là. Sur Steam, il y a combien de jeux qui font 30, 40, 50 gigas, tu vois? Bah là, tu joueras un jeu, puis tu supprimeras et tu remettras un autre. Ouais, en vrai, ils auraient dû commencer avec la version 256. C'est un peu pas ouf. Ça aurait pas été... En vrai, pour moi, la meilleure version, ça reste quand même 549 €, la 256 gigas. Bon, généralement, après, je pense qu'il y aura forcément, on a ce port où tu rajouteras ta carte SD, donc à la limite, ça te fera un petit peu d'espace de stockage supplémentaire. Mais bon, en attendant, on va revenir un petit peu sur les jeux. Est-ce que sur une console, on va dire, avec un prix d'entrée entre 400 et 540 €, avoir des jeux type Life is Strange, Limbo, Mad Max, Maniol, Noita, on a des Rogue Legacy 2 aussi, de Jackbox Party, ça c'est cool. Est-ce que vous vous rappelez de The Jackbox? Parce qu'il ne faut pas les oublier, ces jeux-là aussi. The Messenger, Total War Warhammer, on a 12 Minutes, enfin... On commence à avoir quand même, il y a Nickelodeon All-Star Brawl, bien évidemment, qui fait son entrée aussi, qui fait partie des jeux à s'être rajoutés dans cette liste. On voit un petit peu la liste passer là sous vos yeux. Est-ce que ce prix d'entrée, est-ce que ce positionnement devient intéressant justement pour les joueurs ou pas du tout d'après vous? Garage. Cuisine. Parce que vraiment, 500 balles pour payer un PC portable qui te permet de jouer à des jeux qui sont essentiellement dans le Game Pass et en plus les payer. Et en plus devoir les payer, les gars, on n'est plus en 2010. Mais non, tu peux te reconnecter avec la page Steam sinon. Ouais, avec ta page Steam, mais à la fin, les games, tu dois quand même les acheter. Donc là, la liste de jeux que tu vois défiler, tu dois les acheter. Sauf qu'en face, t'as une console, mais de base, les jeux que tu les achètes, qui importent ta plateforme. Portable, mais qui te propose pour un abonnement à 15 balles par mois de jouer à une liste qui est similaire. Au Game Pass, c'est ça? Voilà. Donc Steam, désolé, vous avez raté pour la deuxième fois consécutive votre entrée dans les salons des gens, c'est tout. C'est bon, c'est pas content? Bah, je trouve ça nul en vrai. Vraiment, hein. La vie est tranchée, mais non, voilà, mais t'as le droit. Mais on veut, c'est ton avis qu'on vient rechercher aujourd'hui, donc oui. Mais je t'avoue, genre, je vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt, mais parce que je peux console l'entendre. Portable, Switch, insane, et voilà, c'est tout. Je joue à Dark Souls, parce que ton mode de consommation à toi ne rejoindra pas ça. Après, moi, je me dis, il y a peut-être des gens, tu vois, qui sont ultra chauds. Mais regarde les offres en face. Tu peux avoir une Xbox Series S qui est presque une console portable. Elle est aussi grosse que mon téléphone, tu vois. J'exagère un peu. Ouais, beaucoup. Mais... beaucoup. Et pour 15 balles par mois, tu les as, les 100 jeux, tu vois. Donc non, je comprends pas l'intérêt de cette console, vraiment pas. Moi, je vais encore me répéter, la console, pour qu'elle ait un intérêt, il faut prendre la deuxième formule. Elle est trop chère. C'est le prix de là. Elle est plus chère que la PS5. À partir de là, salut. Alors, c'est ce que tu vas me dire, Lox. Oui, mais c'est un PC dans une console portable. Oui, mais non. Enfin, moi, il y a une question de notion de prix, quoi qu'il arrive. Et sur le catalogue qu'on vient de voir, il y a quelques bons jeux qui m'intéressent et qui sont cool, mais globalement, le catalogue, il est pas ouf. Moi, je le trouve faiblard de ouf. Alors, certes, sachant qu'ils avaient annoncé à un moment que certains jeux ne tourneraient pas sur la console. C'est ça. Donc... Au début, Est-ce que justement, ils se sont rattrapés par rapport à ça la communication, c'était quand même plus attention, il y aura peut-être pas tout qui va marcher, et puis on s'est petit à petit dirigé vers attention, il y a que ça qui marche. Là, j'ai l'impression que c'est le côté abondance de biens, en mode ça va leur faire du bien justement. Il y a une centaine de jeux, c'est cool, il y aura à boire et à manger. Bah, je te garantis, mec, tu mettais 15 ou 20 jeux, mais 15 ou 20 bangers, c'était beaucoup mieux que 100 jeux dans lesquels il y a peut-être 3-4 jeux vraiment bien, top tier, ok tier, qui vont m'intéresser, quoi. C'était pas hyper important d'avoir 100 jeux pour la sortie du Steam Deck. Par contre, avoir une vingtaine de jeux vraiment tiers de ouf, moi je trouvais ça plus intéressant. Le Steam Deck, pour moi, t'as tous les inconvénients de la vieille console, entre guillemets, que tu vas payer cher d'entrée. T'as un catalogue qui est pas très intéressant parce que aucune exclue, en vrai. Oui.
À part si tu veux jouer à Counter-Strike sur tes petits sticks sur Steam Deck, mais bon courage. Et du coup, et en plus de ça, le matériel évoluera pas. Parce que ce qui est intéressant avec le PC et avec Steam, c'est que tous les X années, si tu sens que tu as un de tes composants qui tire un peu, tu peux le changer sans avoir à tout chambouler. Là, ton Steam Deck, tu vas l'acheter. Dans 5 ans, il fera pas tourner les jeux qui sortiront sur Steam. Et t'as pas d'exclus, et t'as pas de Game Pass, et t'as rien. Donc, ceci est votre avis. C'est un PC portable. Ceci est votre avis. Reza, on t'offre ce Steam Deck là. On m'offre. Ouais, on te l'offre. On te l'offre, t'es pas content, c'est pas bien, ça fait pas assez. J'ai été bien éduqué, je ne refuse pas les cadeaux, madame. Évidemment. Évidemment. On dit merci. Après, si je dois le payer, non, je vais pas le payer parce que comme l'indique l'article, pour appuyer du coup ce qu'on raconte, t'as 4 formats pour les jeux. Donc t'as les jeux qui sont verified, c'est-à-dire c'est des jeux que tu peux jouer directement. Ils sont optimisés justement pour le Steam Deck. Ouais, je sais pas si optimiser c'est le terme, mais c'est juste que le jeu fonctionne sur le Steam Deck. Après, tu as la fonction playable, c'est-à-dire que le jeu fonctionne mais il peut avoir des problèmes. Tu as la version unsupported, c'est-à-dire que le jeu ne fonctionne pas sur le Steam Deck, parce que j'ai lu dans le chat, il y en a qui disaient que tous les jeux fonctionnent. Non, ce n'est pas vrai. Je vous recommande d'aller voir l'article et de voir directement les jeux et ce qui est affiché dessus. Et tu as la fonction unknown, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas encore si ça va être le cas. Du coup, on va payer un truc à 600 balles où on ne sait pas si on peut jouer à notre bibliothèque Steam, parce qu'on a déjà nos jeux sur Steam. Et derrière, il y a le Game Pass, je pense, qui est supporté. Donc si on a déjà un abonnement, tant mieux. Mais encore une fois, on ne sait pas quels jeux seront supportés. Donc pour le moment, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Après, ouais. Je laisse Lanix conclure pour qu'on avance. Je fais comme mon copain Reza. Je vois aussi dans le chat, gens qui disaient, mais j'ai l'impression qu'au plateau, ils n'ont pas compris le principe du Steam Deck. Alors, on va revenir dessus. La grosse com, c'est de dire, c'est un PC dans une console portable. Et on n'a pas plus d'infos là-dessus, parce que finalement, c'est pas là-dessus que Valve communique actuellement. Communique sur les jeux, la bibliothèque de jeux. Donc, sur le côté PC, moi, je demande à voir, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas forcément. Ça fait partie de la stratégie de marketing et de communication. Maintenant, c'est quand même sur les jeux que tu communiques. Et désolé de dire, mais encore une fois, en même temps, sur la centaine de jeux, c'est pas ouf, quoi. Voilà. Ok. Moi, je trouve ça ok. Toi, t'es saucé par Steam Deck ? Un peu cher. Okay. Ouais, c'est cher aussi. C'est cool, mais c'est vrai que le prix je sais n'est pas s'ils peuvent faire moins cher. Mais quand tu vois comme une Nintendo Switch typiquement peut être dépassée, même si son qui a quand même un certain prix aussi, on va pas se mentir. Voilà, ça se vaut. Moi, je pense que je suis de ceux qui en veulent pour tous les goûts et pour tout le monde. C'est le prix d'une PS, c'est plus cher qu'une. Moi, je suis désolé. Mais ta PS5, t'as vu son poids ? Est-ce que tu l'amènes partout avec toi ? Ouais. Non. Ah non. Allez, on va conclure avec une dernière news avant de passer aux chroniques parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur ce GOTY It Takes Two, vous savez, le jeu de Azureline. Regardez comment il est heureux. Il est le jeu préféré de Reza. Reza qui a prévu tout un sujet, qui abandonne sa chronique sur Ninja Gaiden pour vous en parler aujourd'hui. Parce que... Reza, t'imagines un projet de live action ou de série sur Forza Horizon 5, ça tient pas la route, quoi. Fast and Furious ? Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, regarde comment. Regarde comment ça se termine. Regarde le box-office. Dans l'espace. Allez, c'est parti. C'est nul. Justement, It Takes Two qui lui va faire partie justement des titres adaptés au grand écran, petit écran, puisqu'il s'agira soit d'un film, soit d'une série. Les deux ont été évoqués pour le moment. C'est logique. Notre spécialiste ciné aurait-il... Arrêtez, vous me mettez dans la sauce à chaque fois là. Je suis obligée, t'étais le premier à réagir avec un visage de j'ai trop de choses à dire là. Non, mais en vrai, je trouve ça logique dans le sens où déjà c'est un jeu à faire à deux et c'est une histoire de famille, une histoire de couple. Et en vrai, l'histoire elle est déjà scénaristique en elle-même dans le jeu. Est-ce que la narration, parce que c'est quand même un jeu qui est mis en avant, on le rappelle, It Takes Two, c'est un coop, donc avec deux jeux qui donc se jouent dans un écran splitté simultanément. Ouais. Est-ce que la narration du titre va suffire justement à apporter le public, sachant que peut-être l'un des éléments le plus fort ne sera pas présent dans une adaptation au cinéma. En fait, l'élément qui va être mis en avant, enfin, je pense. Après, je suis pas là dans la tête de ceux qui ont prévu. C'est le docteur Hakim. Le scénar, mais en gros, c'est la dualité. Enfin, c'est le couple qui se brise et qui se reforme. Ce serait pas un genre de chérie, j'ai rétréci les gosses différent finalement, adapté d'un jeu vidéo. Clairement, je pense, je vais mouiller, je vais dire ce que je pense là une bonne fois pour toutes. S'il y a une adaptation live action, il y aura pas.
à part sur les effets visuels, le scénar, il n'y aura aucune prise de risque parce que quelque part, l'histoire dans les textos, c'est du déjà vu, déjà entendu, déjà machin. Après, c'était pas du déjà joué, j'ai envie de dire, en termes de jeux vidéo. C'était du rarement fait. Là, au cinéma, on a déjà vu des histoires de couples qui se séparent, il y a un sort, il y a un truc, etc. Un peu mode conte de fées, et puis les parents se rendent compte que finalement ils s'aiment et qu'ils se rendent compte que finalement ceci, cela, ils sont éloignés. Donc, il n'y a pas de quelque chose d'hyper original. C'est pour ça que je te dis que c'est logique parce que c'est déjà, pour moi, c'est déjà un scénar de film. Ouais, okay. Donc, ok. Et en vrai, ça peut marcher. Moi, je suis. Enfin, moi, ça me fait plaisir. J'espère que ça marchera. Ça dépendra du casting. D'adaptation. La réalisation, le casting, si c'est drôle et si les effets visuels, il y a l'envie de vraiment garder le côté gamin, touchant, spécial de It Takes Two, n'en déplaise à mon ami Reza, ça peut marcher. On va clôturer là-dessus, justement. Tour de table rapido. Tu mates, tu zappes. Écoute, je vais regarder, mais après, c'est pas. C'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur. Lui, il zappe. Lui, il a complètement zappé, vous vous en doutez, on l'a bien compris. Skip, ça zappe. Moi, je zappe aussi. Il peut être très bon Pixar Material. Ouais, voilà. Je le vois en film d'animation. Ouais. Très beau film d'animation, ça peut être stylé, mais live action, je crois pas du tout. Ah non, pas live action, mais personne n'a parlé de ça. Hein. Bah, Alix, il a pas dit live action tout à l'heure. On est sûr que c'est un film d'animation. C'est pas mentionné, mais ce sera surtout pas, j'espère certainement pas, en tout cas, un live ça peut être un bon action. Pixar. Après, quel est l'intérêt par rapport à faire le jeu, je sais pas. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça a été pensé avant tout pour un jeu. Autant partir sur du live action si tu veux faire quelque chose d'un peu différent avec le jeu. Mais c'est un joueur. Bon, on verra, mais ça sera compliqué, non. Mais je pense pas, très honnêtement. C'est marrant, lui, là-bas. Non, c'est dans le chat. C'est la contre-soirée. C'est le Game of the Year. Il y a un collègue, il dit je prends le Steam Deck pour jouer à Dark Souls en mobile, tu vois. On va clôturer les revues de presse, les actualités d'aujourd'hui là-dessus pour avoir le temps meilleur. De vous laisser. Regardez. Ça suffit. Oh la fusion. Tellement d'amour sur ce plateau, c'est incroyable. Après s'être battus comme des chiens, des acharnés, c'est reparti. Cette semaine, on a encore, vous le savez, énormément de sorties, j'imagine. Les sorties avec Suri, c'est tout de suite, on est bien là. On est bien. Qu'est-ce qu'on a de beau cette semaine, Suri ? On a des petites choses assez intéressantes. Un petit jeu en 2 qui joue en 5-10 minutes, c'est ça ? Exactement, 500 heures de jeu, promis par le développeur Techland, qui arrive. Une trentaine maximum pour la campagne. Voilà, 30-35 à peu près pour l'histoire principale, mais c'est bien Dying Light 2 qui arrive, Stay Human. Let's go. Et donc la suite du premier sorti en 2015. Ouais, ça donne un coup de vieux quand même parce que ça fait bien 7 ans, on s'en rend pas compte. Mais on est de retour forcément à Harran. Il y a plus de 20 ans maintenant qui se sont déroulés depuis qu'on a perdu face au virus. Et aujourd'hui, la défaite guette à nouveau parce que la ville, c'est le dernier grand refuge humain, mais ça commence à être sacrément le bordel à l'intérieur. On a un open world qui se dit beaucoup plus important que le premier. Précédent, oui. C'est ça. On a finalement aussi au niveau du combat, on a repris l'essence du premier avec les éléments de parcours et beaucoup de verticalité, c'est toujours présent, ça c'est une bonne. En fait, on a repris l'essence du premier et on a grandement amélioré ces éléments-là. C'est ça. Un bon refresh finalement. Un bon refresh, tu vois, avec du parcours un peu plus viscéral, notamment aussi des nouveaux moves qui sont possibles, faire des combos pour venir attaquer les fameuses créatures. Toujours le cycle jour-nuit avec la nuit où il y a des bêtes un petit peu plus féroces. Énervé. Ne sortez pas la nuit sur The Dying Light. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est côté histoire. Nos actes vont impacter le sort de la ville en temps réel. Donc ça fait partie aussi des codes habituels d'une histoire évolutive qu'on va pouvoir avoir. Et le jeu est jouable en coop à 4. Des types de fins un petit peu... des fins différentes et tout. C'est pas mal ça. Et donc 500 heures annoncées par Techland pour faire un 100%. Là où le premier, il me semble que c'était 55 heures pour le 100%. C'est colossal, c'est quand même colossal. Sachant qu'en plus ils ont annoncé aussi du contenu à suivre jusqu'à 2026 pendant plus de 5 ans. Exactement, ouais. Donc on en a pour un moment avec ce Dying Light, on n'en aura pas après notre argent finalement. Oui, mais déjà avec le premier Dying Light, ils avaient bien alimenté le jeu avec les différents DLC. Ils ont un suivi sur le jeu qui est vraiment sympa et pour le coup un titre apprécié à sa juste valeur, j'ai envie de dire. Et oui, et pour le coup, il sortira vendredi, tout simplement à 1h du matin, si vous voulez le jouer dès le début. Et c'est bien sûr full price, 59,99 sur Steam. Let's go, j'y suis. Sur Steam Deck aussi ou pas ?
Évidemment. Pourquoi tu touilles? Je sais pas, Ken sort de ce corps. Je suis juste curieux. Mais en vrai, Dying Light sur Steam Deck, ça serait grave cool. Ouais. Let's go. Nouveau débat, c'est ça donne de la force au catalogue. On les relance pas. Let's go, la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine si on n'a pas envie de jouer à Dying Light? On peut se faire un petit jeu narratif, tranquillou. Un Life is Strange qui sort sa Remastered Collection. C'est déjà sorti hier, bien sûr, vu que c'est l'émission du mercredi. C'est sorti sur toutes les bonnes crèmeries, PC, PlayStation, Xbox et sur même Steam la Switch. Et sur Steam Deck. Tout simplement, c'est la compilation des premiers jeux, Life is Strange, premier du nom, et aussi Life is Strange Before the Storm, dont les graphismes et les animations ont été améliorés. Alors, il y a un petit détail Sacré aussi. remaster d'ailleurs. Un filtre Insta. C'est un peu ça. Voilà, c'est le Foxy Botty. Il n'y a pas du tout du foutage de gueule là-dessus, mais tout va bien. Non, ça va, arrêtez. Ouais, mais attention parce que... C'est un remaster en fait. Après, Life is Strange, c'est cool. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Surtout le premier était particulièrement excellent. Ouais, c'est très très cool. Ouais, surtout que j'ai l'impression qu'il y a un petit détail, c'est que le Remastered Collection, elle est incluse quand tu prends la Definitive Edition, elle s'appelle Ultimate sur Steam, et cette Definitive Edition, là, actuellement, elle est à 55 € à peu près. T'as moins 50% de réduction. Et en fait, au lieu de prendre la collection Remastered seule, qui elle coûte 39,99. Donc, c'est l'occasion d'aller récupérer un sacré bundle avec Life is Strange, je crois que c'est la Definitive Edition de Life is Strange True Colors, donc le dernier qui est sorti, et de quoi facilement récupérer ça pour moins cher que prévu. Bien ça, ça nous plaît. Très bien. Bon très titre. bien. On en a d'autres d'aussi bons. Je vois des indés aussi qui se présentent cette semaine, qui arrivent. Ouais, pas mal de petits indés. Chaque semaine, il y en a une petite fournée. On va commencer par aujourd'hui même. Il y a The Waylanders qui arrive. Il sort d'Early Access. Et c'est un jeu qui va s'inspirer beaucoup des licences de RPG comme Baldur's Gate, comme d'autres éléments du genre. C'est notamment réalisé par Emily Grace Buck qui avait travaillé sur les différents jeux Telltale, avec Walking Dead par exemple, avec les Batman aussi. Ouais. Donc on est quand même sur des personnes qui s'y connaissent bien. Et en gros, c'est quelque chose qui nous raconte la première rencontre entre les Celtes et leurs dieux. Et ça aurait dû être des réjouissances, mais on s'en doute. Les négociations tournent mal et ça commence à partir en baston, tout simplement. Let's go. Donc c'est un peu à l'ancienne du coup. La bagarre. C'est ça, c'est un peu à l'ancienne. On va voyager entre deux époques différentes, l'époque celtique et le Moyen-Âge, avec 5 races possibles, 6 classes de base et 30 classes aussi avancées qui permettront de personnaliser un peu. Il y a Super Slam de 4. Attends, il a fait un souplex là, c'est Ouais. incroyable. Pour le coup, C'est joli en vrai, moi j'aime bien. Ouais, il y a un dragon qui a c'est clippé, mignon. mais c'est ce qu'on aime. Ouh. Non, mais ça c'est trop bien. Montrez le jeu, trop bien. Montrez le game. Allez-y, non. allez-y. Moi, le dragon, il a clippé, je m'en fous. C'est un jeu indé stylé. La DA, elle est cool et tout, trop bien. Pour le coup, c'est le studio Gato Studio qui est basé en Espagne, qui a été fondé en 2010, qui réalise tout ça. Et attention, parce que c'est quand même un peu cher. Alors, il y a un petit détail, c'est que sur la page Steam, ce matin, c'était à 34,99. Mais il y avait encore tout le bordel de Early Access, etc. Et quand tu dis, est-ce que le prix va augmenter à la sortie de l'Early Access, à la question, il disait oui. Donc je ne sais pas exactement quel va être le prix prochain. Ah, augmenté. Est-ce qu'il sera moins cher sur Steam Deck puisqu'il Non, 40, évidemment. bon. Non, en vrai, on troll, mais le prochain jeu est lui disponible sur le Steam Deck. Webhead. Ouais. Eh oui, c'est pas Webedia, mais c'est pas bien un jeu. Hein. C'est Webhead, tout ça. J'y ai pensé aussi, mais c'est déjà dispo d'ailleurs sur PC, et ça arrive sur Switch et Xbox. C'est un petit jeu de plateforme action où en fait on va être une petite araignée qui va devoir tisser des toiles et on va devoir jouer avec ça pour pouvoir se déplacer. C'est l'art en plus. Ça c'est Steam Deck ça du coup. Apparemment Pas selon seulement, Lox. on a dit toutes les plateformes. Ouais, mais Toutes les j'ai plateformes. envie de rester sur le Steam Deck un peu encore. Let's go. Ah voilà, avec ça là tu peux y aller En directement. vrai, il est vraiment joli, j'aime beaucoup. Ouais, il est assez mignon. Ça fait si bizarre de voir ce mot là. Oui. Ça fait si bizarre. Et en gros, tout simplement, on incarne une petite araignée qui a pour mission de sauver sa moitié d'un drôle d'oiseau. On a pu l'apercevoir. Et c'est le premier jeu qui fait l'objet d'une sortie commerciale pour le studio Bug Games. C'est un studio indé qui est basé en Australie et qui est. Ah bah oui, bah d'accord. Bizarre, On comprend pourquoi tiens. c'est des araignées qui les Voilà. Bizarre. Ils connaissent bien là-bas. Le prochain jeu, c'est les serpents. Voilà. D'ailleurs, on s'excuse et on embrasse les arachnophobes. On va essayer de. Voilà. Mais vous avez vu, elle est mignonne Ouais, toute celle-là. mignonne. Elle Elle est est toute mignonne celle-là. franchement. Ça va. Tu vois. Franchement.
Mais bon, c'est pas comme ce qu'on trouve dans, dans les salles de bain en Australie, tu vois. Je vois aussi des racks Arceus, voilà. Next Gen en PLS. Ça va devenir un même. RTX. Laissez les studios indés kiffer leur DA. Franchement, moi j'aime beaucoup. Ouais, surtout que les mecs, c'est leur premier jeu qui sortent de manière commerciale. Les mecs, ils avaient fait leur début dans leur petite communauté locale de développement de jeux. Bon, c'est tout mignon. Il était en alpha, parce que je vois Mimo dans le chat qui demande s'il est sorti depuis longtemps. Il était déjà dispo en. Oui, il est sorti de l'année dernière sur PC. Et là, c'est donc sa sortie sur Xbox et Switch. Voilà. Trop bien. Donc vous pouvez l'avoir sur Steam à 6,55€ pour encore une trentaine d'heures, il y a une petite promotion. Sinon c'est 8€ au global. Et après sur Switch par contre ça monte un petit peu les prix. On a du 16€. Oh bah tiens. Et attends, sur Xbox, là on passe à 19,99€. C'est un peu plus cher là. Et il est pas dans le Game Pass. Pas de Game Pass. Non, il me semble pas prévu pour le moment. Pas marqué un erreur. En tout cas, moi j'aime bien, je le trouve vraiment joli. C'est un petit jeu que tu as envie. Alors par contre, toi, c'est un petit jeu que j'aimerais faire sur une console portable, peut-être. Steam Deck peut-être. Steam Deck du coup. Allez. Peut-être. Il sera dispo sur le Steam Deck, on le rappelle. Seulement. Et bah, si tu achètes une console portable plus chère, tu l'auras moins cher que le jeu. Finalement, est-ce qu'on arrive à compenser une chronique qui viendra plus tard? On enchaîne avec un autre jeu indé cette fois-ci. Alors là, c'est un jeu assez particulier, on va pas se mentir, ça arrive demain. Il nous vend bien. C'est déjà disponible sur PC. Vous allez voir, il y a les images qui vont passer. C'est déjà disponible sur PC, mais ça sort sur console. Et c'est un RPG qui contient des éléments, attention, de dungeon crawler, de roguelite et d'agriculture. Voilà. Donc déjà, on est un petit peu particulier. Simulator Hades et... voilà. J'arrive. Le crossover le plus ambitieux de l'histoire. C'est un vocamoulox, on aime bien, mais c'est bien, au moins c'est de l'innovation, des genres dont on n'a pas forcément l'habitude. Voilà, c'est en gros, c'est en explorant les profondeurs d'un donjon qu'elle vient d'acquérir. La jeune alchimiste, qui se prénomme Irène, va transformer progressivement ce donjon en une ferme abondante et rentable. C'est un peu particulier. Jeu de gestion, d'accord. C'est un peu particulier, on va pas se mentir aussi. Qu'est-ce qu'elle est en train de miner là-bas? Donc les phases du jeu alternent un peu de l'exploration, des combats, de la collecte, de la confection, donc il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi la possibilité d'apprendre de nouveaux pouvoirs, d'affronter des boss. Et derrière ça, c'est KV House. Alors c'est un duo de développeurs japonais qui... j'ai pas trouvé d'infos sur eux parce que forcément leur site est tout en japonais. Je ne sais pas lire le japonais. D'accord. Et il n'y avait pas de traduction anglaise exactement. Donc j'ai traduit simplement la biographie sur Twitter et il semblerait que c'est des étudiants en Unreal Engine 4. Ok, d'accord. J'ai vu ça. Donc qui le sortent et donc il est disponible sur. Alors il est déjà disponible sur Steam au prix de 11,75 €. Okay. Et j'ai pas pu aller chercher sur toutes les consoles. Je n'arrivais pas à le trouver. Le temps que ça arrive, on enchaîne avec OS Memories. Et oui, OS Memories qui arrive sur PC vendredi. Et franchement, celui-là, il est assez sympa. Ouais, je connais, il est vraiment sympa. Voilà. Bah justement, celui-là, il nous emmène à la poursuite du passé d'un certain Andy. Voilà, c'est l'utilisateur d'un vieil ordinateur. Et on va essayer de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé en fouillant un petit peu cet ordinateur, les différents fichiers importants qu'il y a dedans. Mais on doit résoudre aussi des énigmes et plonger au cœur des souvenirs de cette personne, des différents messages, etc. Et le prix n'est pas encore communiqué sur Steam, donc je ne sais pas combien il coûtera. Mais c'est un petit jeu PC assez sympa. Moi, je pense qu'il ne dépassera pas la vingtaine d'euros. Oui, je pense que ça va aller. Je ne pense pas, en tout cas. Même peut-être moins de 10 €, tu vois. Et on termine les sorties indé la semaine avec Crocs World Construction Kit 2. Voilà, si vous n'avez pas eu assez de Mario Maker, on peut avoir celui-ci qui est une nouvelle version. Moins cher, non. Il est moins cher. Il est moins cher, c'est vrai. Je voulais pas tirer sur Mario et Nintendo gratuitement. On honore Ken Bogard, s'il vous plaît. Eh oui, le 5e Bogard. Mais surtout, ici, la nouvelle version d'un ancien titre qui est sorti en 2016, donc le premier du nom, quelque part. Et à l'image d'un Mario Maker, le soft dispose de tout un tas d'outils pour pouvoir créer ses petits niveaux, son petit jeu de plateforme en 2D. J'aime beaucoup. On a 6 univers différents, on a 6 boss de fin à sélectionner aussi, un petit outil de création tranquille, et c'est réalisé par Sprecklesoft GmbH, qui est un studio allemand. Attends, tu l'as peut-être dit, c'est combien C'est 5 € en précommande sur Xbox. Vraiment, moi j'ai des enfants demain, je le fais tous les jours développer des jeux pour moi et après le soir je joue. Voilà. Si jamais vous avez les enfants en vacances, vous savez comment les occuper. Non, en vrai, c'est cool. Non, vraiment, j'aime beaucoup. La DA, elle est toute mignonne et même l'initiative en elle-même est vraiment sympa. Ça, c'est cool.
On enchaîne cette fois-ci justement, on parlait disponible sur Xbox, mais il y a aussi le Xbox Game Pass qui présente des nouveaux jeux qui arrivent. Eh oui, prenez le Xbox Game Pass, c'est quelque chose de très bien. Nous allons refaire notre paroisse, voilà. On va faire. Il y avait des codes, c'est ça. Après les amis bros, on va faire les Game Pass Bros, à force dans ce lunch play. Les JP Bros. C'est ça. Et ce mois-ci, il y a quand même pas mal de choses qui arrivent sur le Game Pass, des trucs assez sympas, du genre Besiege, par exemple, que vous avez pu voir il y a quelques années quand même. Il date un petit peu, mais on a aussi du Crossfire, du Dreamscaper, on a du Edge of Eternity, on a du Telling Lies, du Skull, du Ark Survival Evolved. Et du Contrast aussi. Là, cette semaine, on aura Contrast qui va arriver, Dreamscaper et Telling Lies qui vont faire leur entrée le 3 février, c'est-à-dire demain. Oui. Jeudi 3. Ouais, demain, oui. ouais. Demain. Et attention, par contre, côté Game Pass, il y a aussi des jeux qui quittent le Game Pass. La plateforme, oui, c'est vrai. Et pas des moindres, parce que Control, par exemple, quitte la plateforme. L'excellent Code Vein, Final Fantasy XII, The Zodiac Age, The Medium, Project Winter et The Falconeer, ils s'en vont le 15 février. The Medium The Medium, The Medium aussi, ouais. Déjà Quoi ouais. C'est incroyable. Ouais. Qu'il était dessus. Bah, ça fait, oui. Ouais, mais c'était console. pas un jeu qui était présenté à moitié comme une exclue Series. Temporaire. C'était annoncé. Wow, ouais. Ok. Il l'avait annoncé comme étant une exclue temporaire. Ok. Donc, petite clim, mais voilà, c'est comme ça. Il fallait y jouer en temps et en heure, vous le savez. Les jeux ne vous appartiennent pas vraiment. À part quand ils seront en NFT. Oh là là. PS, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Sony, s'il te plaît, Suri. La touille. Du côté du PS Plus, du 1er février au 28 février, donc il y a les jeux gratuits qui sont gratuits entre guillemets bien entendu, mais on a UFC 4 qui est là, voilà, un petit jeu de combat sympa. UFC. On a Tiny Tina et la forteresse du dragon et Planet Coaster. Voilà, si vous voulez vous faire un kiff, eh bien, il y a tout ça qui arrive dans le PS Plus. Par contre, côté PS Now, il y a des petits trucs qui arrivent qui sont assez sympas. C'est notamment GTA Vice City, la Definitive Edition. Je connais pas ce jeu, c'est sympa ou pas? Ouais, c'est un petit jeu indé. Ça s'appelle, je crois, c'est Rockstar, un truc comme ça, ou des trucs de genre, d'un petit studio comme ça, et qui va être donc dispo dans le PS Now, mais apparemment jusqu'au lundi 2 mai. Voilà, il y avait une petite précision et une petite mention. C'est short, quand même. Ouais, tu vois, j'ai lu ça dans le PlayStation Blog, donc attention. Mais on aura aussi Little Big Workshop. C'est ça, c'est magnifique. Il y a aussi Little Big Workshop, qui est un petit jeu de gestion assez sympathique. Et on a Through the Darkest of Time, jeu de stratégie historique, et Death Squared, qui fera toujours plaisir à aller profiter de tout ça. Alors eux, ils sont pas limités dans le temps. Non, ouais, ils sont là, ils sont dispo et vous appartiennent derrière. Et on termine justement avec le Xbox Live Gold. Le Xbox Live Gold avec 4 nouveaux jeux qui sont disponibles. Notamment du 1er au 28 février, on a les Chevaliers de Baphomet 5, la malédiction du serpent. Donc si ça vous dit de vous refaire ça, eh ben, vous pouvez. Il y a aussi un peu plus tard dans le mois, on aura du Aerial Knights Never Yield, plus Band of Bugs, qui arriveront à partir du 16 février. Mais on a aussi Hydrophobia, qui est un petit jeu d'aventure et de survie disponible jusqu'au 15 février. D'accord. Je fais une petite question qui passe. Il sort pas cette année UFC 5, c'est pas de... Il a été annoncé, UFC 5 ? Ben non. Non, j'ai rien vu passer. J'allais dire que ce sera pas 2022 parce que moi sur mes 2022, je l'ai pas, on est d'accord. Du côté de chez EA, il n'y a pas d'annonce concernant UFC 5. Non. Bon. Le 4 marche toujours bien. C'est ça ce que j'allais dire, le 4 se portant plutôt pas mal pour le moment. Je ne crois pas, non. On vous tiendra informé de la sortie parce qu'on y joue ici. Merci beaucoup Suri pour toutes tes sorties. Il y en a beaucoup. On a de quoi faire. On sait, le mois de février va être un mois plutôt chargé. Et justement, si vous n'avez pas envie d'acheter les jeux Day One, il y a aussi des jeux qui existent déjà, qui sont déjà sortis. Et c'est notre ami Reza, le ninja, le boss, qui est en train. Non ? Si, c'est moi. Oh, t'as l'air dégoûté. Ouais. On a dit boss ninja, j'ai fait un sourcil selé en mode. Je suis pas le boss. On a perdu depuis le texte tout de toute façon. Le bâtard. Non, mais... C'est vrai. Ouais. Non, je suis là. Il a tellement pas kiffé qu'il attendait qu'une seule chose de cette émission, c'était Ninja Gaiden. Non, j'attendais la chronique de Suri, moi. Mais c'est bien passé. T'achètes quel jeu de ta chronique ? Aucun.
Mais j'attendais sa chronique. Alors, Toujours. on se rattrape aucun, puisque de toute façon, Allez, salut. j'ai le Game Mais Pass. Bonne journée. Parce que déjà, j'ai le Game C'était Pass. sympa, écoute. Non, mais attends, c'est qu'il a le Game Pass. J'ai le Game Pass, j'ai le PS Plus. Ok, ça va. Donc Trop juste à cliquer en fait. bien. En plus, t'as ramené un frigo Xbox. Ça un frigo Xbox tout dur, ouais. Ah. Voilà. En tout cas, justement, aujourd'hui, tu nous parles de Ninja Gaiden. Oui, Ce que tu nommes comme étant la maîtrise d'un art, littéralement. exactement. On embrasse Itagaki depuis le Japon. Je sais que tu ne parles pas français, mais on t'embrasse quand même. Voilà. On va parler de Ninja Gaiden aujourd'hui, qui est une de mes licences favorites. Pas ma favorite, mais une de mes licences favorites. Et j'aime bien en parler quand je prends des exemples sur le genre de jeu action BTA 3D, à la troisième personne, pardon. Parce que je trouve que c'est un mec qui avait totalement maîtrisé son art sur les 2 Ninja Gaiden qu'il a sortis à l'époque. Et que jusqu'aujourd'hui, c'est très dur de voir des jeux, en termes, je parle vraiment de développement de jeux vidéo, qui font aussi bien. Je parle pas forcément en termes de ce que tu préfères ou pas dans le gameplay ou autre. Donc on va prendre les origines, ça part de Shadow Warrior, c'était le nom américain de la licence à l'époque, qui avait débuté, il me semble, en 1988 sur arcade. On a eu 3 jeux, donc déjà qui étaient extrêmement durs à l'époque, savoir que directement là, c'était un ninja américain à la base. Et les jeux étaient réputés pour être très durs, mais bon, à l'époque de l'arcade, il y avait énormément de jeux difficiles, donc c'était pas forcément quelque chose exclusif au jeu. Nous, on va se concentrer sur du coup. J'aimais ce genre de jeu, mon Dieu, excuse-moi. Ouais, y a pas de Master, problème, Nanix, hein, tu peux le dire, c'était J'adorais ça. des jeux cool quand on était petit, voilà, doudoudoum. Ouais. Là, on va se concentrer sur le reboot, du coup, qui est arrivé en 2004. Donc là, on se rapproche pour moi sur ce qui est l'âge d'or de Team Ninja pour moi. Pour moi, c'est l'époque où Team Ninja sortit ses meilleurs jeux, parce qu'à cette époque, avant Ninja Gaiden, je m'étais vraiment mis dans Team Ninja avec les Dead or Alive. Et donc, Itagaki était à l'époque producteur pour Dead or Alive 2, Dead or Alive 3, Dead or Alive 2 Ultimate, Dead or Alive 4, Ninja Gaiden 1, Ninja Gaiden 2. Un petit peu les meilleurs Dead or Alive. Donc voilà, les meilleurs DOA, les meilleurs Ninja Gaiden, c'est un peu l'époque Itagaki. Il était, comme on dit sur Twitter, à son prime. C'est vrai. Il était à son prime. À son prime. Ouais, À son ouais, prime, à son totalement. prime. Dis-le, Et dis-le. donc, dis le terme. on lui donne, voilà, une mission. Que des bangers. C'est vrai que. Maintenant, Tu viens de pointer bagarre. ça, C'est vrai. L'âge d'or, l'âge d'or. Les fameux mots de Twitter. Donc on lui donne pour mission de reboot la licence. Il arrive en 2004 avec Ninja Gaiden et c'est totalement un banger. Voilà, je pense vrai. que je peux me permettre Tu de l'as le terme. kiffé. On sent la Je l'ai passion. kiffé, ouais, hein. j'avais 12 ans à l'époque. Le jeu sort, j'arrive à le choper à Noël ou je sais plus quand. Le jeu est lourd de fou déjà. Il faut savoir que dans les beat demos à l'époque, tu loquais les adversaires. À l'époque, tu avais Devil May Cry 1, tu avais machin et tout. Et lui, il arrivait avec une approche totalement différente. Il a dit, OK, dans mon jeu, tu ne peux pas lock les adversaires. Et les adversaires hors caméra peuvent t'attaquer. Donc c'était un peu. Ouais, c'est pas grave, on n'a pas beaucoup de temps, je vais me concentrer. Du coup, t'as tes paroles pour le coup, vraiment. t'as les personnages hors caméra qui peuvent t'attaquer et t'as le fait que tu ne puisses pas lock les adversaires, qui étaient entre guillemets 2 des grosses nouveautés sur lesquelles il voulait se pencher. Et comme il disait lui-même en interview, quand il a développé Ninja Gaiden, il a dit moi j'ai fait des ennemis pour qu'ils vous tuent, pas pour qu'ils soient sur l'écran. Ok. Parce qu'en fait, t'as énormément de jeux où tu vas arriver, t'auras 2 ennemis, les ennemis ils prennent leur temps, ils sont Ouais, ils sont là, là-bas, ils restent immobiles là-bas. pendant que toi, t'es en train C'est des de- sacs de frappe. Voilà. Comme Street of Rage et Totalement, compagnie. il y a quoi, pas mal de trucs. Ok. Là, t'arrives, les mecs en face, c'est des ninjas, ils sont là pour t'assassiner, tu vois. C'est un peu leur travail. Et il était parti dessus. Du coup, le lore du jeu, ça se déroule à la base au Japon, sur le mont Fuji. Derrière le mont Fuji, il y a le village Hayabusa, donc du personnage principal, Ryo Hayabusa, qui est l'héritier du clan Hayabusa. Et la deuxième partie du jeu va se dérouler du coup dans l'empire des démons, Vigor. Donc, il faut savoir que le jeu est quand même un peu on va dire un semi-open world, parce qu'en fait, quand tu arrives à Vigor, tout le reste du jeu se passe à Vigor. Donc, tu auras des missions, tu vas aller dans les catacombes, tu vas remonter, tu vas aller là, tu vas remonter, tu vas aller à droite, à gauche, un peu partout. D'exploration. Et du coup, tu as beaucoup d'exploration que tu fais dans Vigor. Et quand tu arrives au chapitre 15, tu te mets en hauteur et tu as vu sur toute la carte de Vigor Panoramique et tout, ouais, voilà, c'est vrai. où tu as pu accéder. Et ça, je trouve, c'est un truc qui est pas mal parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de jeux qui le font. On va dire notamment les plus connus aujourd'hui, on va dire, c'est Dark Souls et tout ça qui font ça, le fait de voir un paysage et de pouvoir y accéder. Tu as God of War qui l'a fait aussi en 2018 et autres. Mais là, faut te dire que là, tu es en 2004. Ah ouais, c'était précurseur. Là, tu es en 2004 parmi. et ça, c'était déjà fait en fait. Parmi, Et hein. beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas fait cette licence malheureusement. Donc on va continuer dessus. Ryo Hayabusa, son rôle, c'est de protéger l'épée du dragon noir des démons. Son clan avait combattu pas mal de démons et autres. Donc le chapitre 1 commence sur un démon qui bute tout le monde dans son village et qui récupère cette épée. Derrière, on va aller à sa poursuite pour le rattraper l'épée. Voilà, c'est une histoire assez classique. On va se concentrer rapidement sur le gameplay. Du coup, comme je disais, on est sur un action-aventure hack and slash. Par hack and slash, on entend le genre de jeu où tu as différentes armes et que tu peux les augmenter. Donc, c'est pas un RPG parce que le personnage n'a pas de niveau. Ouais, t'as une progression par contre qui se font. Tu as une progression qui se fait sur les armes. Donc, toutes les armes ont 3 niveaux, sauf une qui a 2 niveaux. Et tu as des ninpo, donc des sorts de ninjutsu. Voilà.
Ouais, les ninjas, c'était Ninja Gaiden, pas Naruto. J'étais sûr qu'il y a Naruto qui allait sortir un moment. Heureusement, tu vois. Donc, c'est parti. ça part de là. Et on a pas mal de choses. Donc, pour les armes, on a du coup l'épée du dragon, on a le Lunar Staff qui est un bâton, on a le Kitetsu qui est un double sabre maudit, pardon, une épée maudite, excuse-moi. On a la lame du dragon noir, on a l'épée plasma, on a un nunchaku avec les sound effects récupérés des films de Bruce Lee d'ailleurs. Ces animations de combat Ninja Gaiden, vraiment, ça a toujours été les GOAT là-dessus. Petite machin. On a le Vigorian Flay qui sont des sortes de nunchaku avec des faux. On a la Dabilaro qui est une grosse épée, on a l'épée de bois qui est une épée d'entraînement, et on a le marteau de guerre. On a des armes à distance aussi, donc on a des shurikens, on a des shurikens explosifs, on a le Fuma Shuriken, donc shuriken de l'ombre. On a un arc, on a un gros arc, on a des bombes fumigènes, et on a un spear gun qui marche sous l'eau. Donc basiquement, voilà, on a énormément de trucs. T'as une armada. Et sur l'ensemble des armes, t'as 3 niveaux, et à chaque niveau, tu débloques des coups et des strings. Donc les strings, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qui vient du langage des jeux de combat 3D. Donc c'est le fait d'avoir plusieurs inputs pour enchaîner des coups d'affilée. Donc si tu réunis les trucs, par exemple sur l'épée du dragon niveau 3, t'as au moins une 50aine de strings, 40aine. Ouais, c'est toujours dans cette ligne de progression avec tes armes et tout. Donc si tu prends toutes les armes, t'as environ plus de 300 coups quoi, dans le jeu. Plus de 300 coups strings réunis. Donc c'est vraiment le genre de jeu où pour maîtriser une arme, tu prends vraiment du temps. Parce que t'as vraiment plein de trucs que tu peux faire avec l'arme. Le fameux Art to Master, quoi, de toute façon. C'est ça, ouais. Donc là, t'as les Nimpo, voilà, t'as les roues de feu autour de toi, t'as les boules de feu que tu peux envoyer, t'as l'électricité et t'as la tempête de glace. Voilà. Derrière, on a. Le mec, c'est un mythe à lui tout seul, tu sais. Il prend un peu de Raiden, de machin, ça pioche partout. Il est totalement présent. Donc, du coup, dans le jeu, t'as pas mal de mobs. Donc, t'as majoritairement des ninjas qui vont avoir plusieurs classes. Donc, tu vas les différencier par rapport à leur couleur. Ouais. Et du coup, ils auront différents patterns, différentes armes et différents niveaux. Et derrière, tu as aussi les démons. Parce que là, je te dis, on va dans le pays des démons en Vigor pour récupérer l'épée. Et là-bas, tu as énormément. Eux, par exemple, sont des démons qui sont pas mal d'ailleurs. Qui ont des moves et des patterns tous différents. Dans le jeu, on a ce qu'on appelle les Fiend Challenge, qu'on trouve tout au long du jeu, qui sont des sortes d'embuscades faites par des ennemis. Donc, j'en reparlerai rapidement dans le niveau de difficulté en bas. Et on a des mini-boss et différents boss variés dans le jeu qui ont tous un gameplay différent, des patterns différents, des tailles différentes. On avait déjà des boss géants, comme des boss à taille humaine, comme des boss à taille moyenne. Derrière, le jeu propose, donc là je suis sur le 1, toujours Ninja Gaiden 1, le jeu propose des donjons et des énigmes. Donc Itagaki l'avait dit à l'époque, c'était quand même un peu inspiré de Zelda Ocarina of Time pour certaines choses. Donc normalement j'ai mis les assets sur le Platform Elevator Escape. C'est au chapitre 12 ou 13, je sais plus, tu affrontes Doku, et une fois que tu le bats, en fait, tu dois t'échapper de l'endroit. Et du coup, tu as au moins 6 élévateurs où tu vas appuyer, enclencher l'élévateur, et derrière, ça va faire bouger des sortes de plateformes dans les airs. Et de cette façon, tu vas devoir te retrouver en haut. Et ce qui est bien, c'est que tu n'as pas qu'une seule façon de passer cette étape, mais 3 ou 4. C'est l'autre asset, normalement, c'est pas celui-ci. Ouais, d'accord. Ouais. Ça, c'est le deuxième asset que j'avais mis, celui des miroirs. Pour l'époque, c'est incroyable. Oui, le jeu, en fait, pour l'époque, ils ont vraiment inspiré, et genre, ils ont été puisés sur ce qu'il y avait de mieux pour après, justement, redonner à l'industrie aussi ce qui s'est passé derrière. C'est un jeu assez complet, parce que souvent, ceux qui ont joué genre un tout petit peu quand ils étaient gamins ou qui ont survolé pensent que, par exemple, Ninja Gaiden 1, c'est un beat them all, mais non, c'est un jeu d'action-aventure. Ouais, bah oui. C'est un jeu d'action-aventure, parce que tu as tout le côté aventure dedans. Tu as les plateformes, donc je sais pas si vous avez... j'avais mis normalement ok, je sais pas, essayer de voir. Donc là, la deuxième qu'ils avaient mis, c'était l'énigme des miroirs. Donc c'est un truc assez connu qu'on faisait à l'époque. Donc en fait, tu regardes le miroir et t'as des sortes de flammes derrière, sauf que derrière, il n'y a rien qui est allumé. Et en fait, derrière, tu te dis, comment ça se passe, comment je vais faire. Il fallait prendre ton arbalète pour tirer des flèches de feu, pour pouvoir allumer les piliers qui n'étaient pas censés pouvoir être allumés pour ensuite débloquer le miroir et avoir accès à la suite. Donc c'était pas mal du tout. D'où le fait qu'on parle autant de difficultés par moment où les gens auraient passé à côté de certaines. Derrière, voilà, le game design est orienté fast pace. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas de réflexe ou qui préférait jouer à des jeux assez lents, ça va totalement pas vous correspondre parce que Ninja Gaiden, ça va très vite, ça saute partout, ça tire partout. Ça tire hors caméra et dans la caméra. Donc c'est vraiment pour ceux qui kiffent ce genre de gameplay nerveux et brutal. Comme je disais tout à l'heure, les ennemis sont là pour tuer. Et au fur et à mesure que le jeu avance, ça monte en puissance. Derrière, sur le jeu, donc, on n'était pas sur une difficulté imposée, mais sur le niveau normal, quand tu commences, tu n'as pas encore accès aux autres difficultés. Et pour débloquer les autres difficultés, tu dois obligatoirement finir la difficulté précédente. Tu dois progresser, forcément. Et ce qui est pas mal, c'est que tu as 4 difficultés, donc normal, difficile, très difficile et maître ninja. Mais sur les 4 difficultés, il y a des choses qui sont ajoutées dans le jeu. Donc tu recommences pas juste pour avoir plus de PV ou faire plus mal. Et d'ailleurs, c'est un des meilleurs points du jeu et ceux pour lequel vraiment
je prends toujours ce jeu en exemple quand je parle de difficulté. Entre les 4 difficultés, la barre de vie des boss reste la même. Aujourd'hui, il n'y a aucun jeu qui sait faire ça. Aujourd'hui, tu prends tous les jeux action RPG ou action 3D ou beat'em all qui existent, tu montes de difficulté, les PV du boss montent. Tu vois ? Alors que dans Ninja Gaiden, sur les 4 difficultés, les boss ont les mêmes PV. C'est juste qu'ils deviennent juste de plus en plus forts au fur et à mesure des difficultés. Donc derrière, par exemple, quand on passe de normal à niveau difficile, on a des nouveaux patterns, on a des mobs qui sont positionnés différemment, on a des nouveaux boss. C'est-à-dire qu'en fait, si à l'époque, tu as fait le jeu qu'au niveau normal, tu n'as pas vu tous les boss du jeu. Parce qu'il y a des boss qui arrivent que dans les difficultés suivantes. Derrière, on a un nouvel ordre pour débloquer les items, tout ce qui est épée et autres. Tu gagnes moins d'argent en tuant les ennemis et les potions coûtent plus cher. Donc, pour te dire, en gros, au niveau maximal, t'as jamais d'oseille dans le jeu, jusqu'à la fin quasiment. T'as des coffres piégés qui apparaissent avec des piranhas qui veulent te tuer. Et on a l'apparition des Ryufin. Donc, les Ryufin, ce sont des doppelbangers de Ryu. Donc, c'est Ryu version démon avec une arme du jeu. Donc ils sont répartis dans l'histoire et t'en as 5 au total, donc un avec l'épée, un avec la Dabilaro, un avec une autre arme, un avec une autre arme. Et du coup, il y en a toujours une que tu gardes sur toi ou tu peux en faire apparaître vraiment 5 ou sinon c'est 4 en comptant celle que t'as avec les ennemis Ryu, les Ryufin. Non, les Ryufin, en fait, ils apparaissent dans le jeu à des endroits précis. C'est pas toi qui décides, en fait. C'est eux qui sont positionnés en embuscade, parfois après un boss, parfois machin. Tes explorations. Voilà, c'est ça. Après, tu les affrontes. Et derrière, donc, tu avais les films de challenge dont je t'ai parlé au début, qui sont des sortes d'embuscades où tu dois affronter plusieurs ennemis à un endroit, qui vont te permettre de débloquer un truc unique à ce moment-là. Au niveau normal, c'est 60 ennemis. En niveau difficile, c'est 80 ennemis. En niveau très difficile, c'est 100 ennemis. En niveau maître ninja, c'est 120 ennemis. Tout en sachant que plus le niveau monte, plus les mobs sont forts et plus c'est les meilleurs mobs du jeu. Donc à maître ninja, tu dois tuer 120 mobs, dont les 2 meilleurs mobs du jeu en fait. Et derrière, parfois... Il y avait une belle notion de l'augmentation et de la progression de la marge de difficulté. Et derrière, parfois, c'est juste avant une zone de boss et dans une zone où tu n'as pas accès à l'achat de potions. Donc c'est vraiment l'ensemble des choses. Tu sens que le design est vraiment pensé de manière intelligente pour faire monter la sauce et pas juste on te balance un boss qui a 50 000 PV et qui peut te one-shot et ça y est, on sait faire une difficulté. Créer des légères frustrations, on dira. On va dire ça comme ça. Donc derrière, pour terminer sur Ninja Gaiden Black, le jeu contient du coup 5 Fin Ryu qui sont des mini-boss, contient 22 boss à son niveau de difficulté maximum, 6 ou 7 embuscades, donc les Fin Challenge, et des costumes que tu peux débloquer et autres, et derrière 50 missions dans le mission mode que tu débloques après avoir terminé le jeu. Donc ça c'est pour le premier, c'est vraiment énorme, tu peux passer vraiment 500 heures sur le jeu facilement, et je trouve qu'en termes de game design, on est vraiment très 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 haut pour un jeu qui est sorti en 2004-2005. Ah, là-dessus, pour le coup, rien à redire, c'était de bons précurseurs. Très bon précurseur. Je vais enchaîner rapidement sur Ninja Gaiden 2 avant qu'on finisse l'émission. Donc Ninja Gaiden 2, c'est l'héritier. Il est sorti en 2008. Pour moi, c'est le meilleur jeu d'action des années 2000. À voir si on peut le comparer avec les jeux d'aujourd'hui. Dans Ninja Gaiden 2, pour donner un exemple, sur l'ensemble du jeu qui est réparti sur 14 chapitres, tu as 4600 ennemis. Donc c'est littéralement au moins un fois. Ouais, c'est au moins un fois 3 de NG Black. Donc NG2, c'est littéralement tu rentres là dans la salle, dans l'open space de Webedia, t'as 14 mecs qui veulent te tuer. Et dans les 14 mecs, on va faire bon. Parce que l'écran c'est 16 neuvième. T'en vois 6, les 8 autres, ils sont hors champ. Ouais. Donc ça tabasse dans tous les côtés. Faut pas venir pleurer parce que t'as reçu un coup dans le dos. Hein, voilà, tu vois, coup dans le dos, shuriken explosif dans le dos, donc le shuriken te touche, ça t'interrompt. 2 secondes, après il y a l'explosion du shuriken explosif, il y a les archers, il y a les sorciers qui sortent du feu du sol, t'as des démons, t'as des machins, t'as tout ce qui va avec. On dirait un jeu Switch 2022. Hein. Je te jure. Parce que le jeu c'est 2008, il était très bon en 2008. Hein. Il était très bon en 2008. Même là, tu le vois actuellement, il reste vraiment correct. Ah, et Bayonetta Switch et tout, bon ça c'est un autre problème. Ah bah ouais, je vois en plus dans le chat, puis Kiba qui dit il tient encore la route, mais totalement. Ouais, vous avez la version, si vous avez la Xbox Series, vous avez la version du NG2 original upscale en 4K 60 FPS. Et en 1080 aussi. Donc dans celui-ci, il y a 27 boss. On peut retrouver 27 boss et un mission mode incroyable. Toujours pareil, niveau de difficulté, c'est un autre nom cette fois-ci, mais c'est le même principe, normal, difficile, très difficile, maître ninja. Et toujours pareil, les boss gardent les mêmes PV, c'est juste que le niveau de difficulté augmente, les patterns augmentent, et c'est à vous de devenir meilleur au fur et à mesure des runs. Donc il y a juste, en fait, on reprend ce qui fonctionne le mieux, finalement, et on le rétablit petit peu. Après, t'as un peu derrière le mauvais élève qui est Ninja Gaiden 3. Bon, Itagaki n'était plus du coup dans le studio. Ils ont sorti Ninja Gaiden 3 en 2010 ou 11, je sais plus, qui était un échec. Donc ils se sont fait attraper par les fans parce qu'ils avaient changé énormément de trucs. Derrière, ils ressortent la version à laquelle vous devriez jouer si vous n'avez pas fait le jeu, qui est Razor Edge. Ouais. Mais le jeu reste quand même très en dessous des 2 premiers volumes. C'est-à-dire, si tu le compares aux 2 premiers volumes, le jeu est très en dessous. Si tu compares juste à un jeu d'action, ça va. Mais pour moi, il souffre des problèmes des autres jeux d'action. Les boss sont des sacs à PV.
T'as trop de mechas. J'ai jamais aimé les mechas moi dans les beat'em all. Tu vois, genre le fait d'affronter des tanks, des robots, des machins et tout. C'est pas le plus passionnant. Parce que des fois on part sur des démons, parfois on part sur du mythologique. Après, ça dépend. d'un moment à un autre, t'as du mecha qui rentre. Ça dépend du thème. Si le thème c'est les mechas, c'est ok, mais c'est pas le thème de base, c'est relou. C'est pas le thème de base des mechas et t'as les mechas qui rentrent. Faut que je coupe parce que donc on va se faire. C'était la fin, ouais. De toute façon c'était la fin. On jouait à Razor Edge pour le 3e. Let's go. Let's go. Bah écoutez, je pense que vous êtes carrément au point si vous voulez retourner sur les premiers Ninja Gaiden. Merci beaucoup les gars pour la chronique, pour les sorties, pour la présence. Sur les news, un gros merci également Apollo, Mallory, tout le monde de toute façon qui sont en régie avec nous. J'espère que vous avez passé un bon lunch, que vous avez bien mangé, que vous allez surtout passer une excellente journée. On se retrouve très bientôt. On se casse sur le mot interdit, évidemment. Évidemment, ce mot est interdit. C'est Vanny. Passez une excellente journée. Merci. Il est encore tôt. Merci, notre ninja samouraï préféré. Kip, à la prochaine. À la prochaine. Nani, Tessuri, de même. Le chat, le NFT World est banni. C'était la dernière fois de 2022. On espère qu'on l'évoque. Et puis, à bientôt. Salut.